Salut, ce soir, on plonge dans le vrai Far West. Pas la version hollywoodienne avec ses cow-boys héroïques et ses duels spectaculaires, mais la réalité crue et dangereuse où la survie n'était jamais garantie. Tu penses peut-être que tu es assez fort pour y faire face, mais crois-moi, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelait le Far West. Si tu aimes ces histoires, j'apprécierais vraiment un petit like ou même une inscription. Ça aide plus que tu ne le penses. Je suis toujours curieux de savoir d'où vous écoutez, alors laissez un commentaire avec votre localisation et l'heure qu'il est chez vous. J'adore voir notre petite communauté mondiale se connecter à travers ces histoires. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour créer un léger bruit de fond, et laissez-nous vous emmener dans le voyage de ce soir. Nous allons explorer pourquoi vous pourriez ne pas survivre un seul jour dans la frontière sauvage américaine. Félicitations, vous venez de vous réveiller dans l'Ouest américain sauvage des années 1870. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes sur le point de vivre un chapitre légendaire de l'histoire. La mauvaise nouvelle, c'est que vos chances de survie viennent de chuter de manière spectaculaire. Le premier défi vous frappe avant même que vous n'ouvriez les yeux. L'odeur n'est pas celle agréable et terreuse de la nature à laquelle vous pourriez vous attendre. Mais quelque chose de bien plus âcre, la puanteur des corps sales, des excréments d'animaux et de ce qui pourrait bien être des eaux usées brutes qui pèsent lourdement dans l'air. Vous voyez, se laver n'était pas vraiment une priorité dans le Far West. La plupart des colons considéraient qu'une toilette complète était un luxe mensuel, et c'est encore généreux. Certains passaient tout l'hiver sans se laver correctement. L'eau, vous le savez, était précieuse ici, et l'utiliser pour se laver semblait un gaspillage alors qu'elle servait à boire et à cuisiner. En vous traînant hors de votre lit, qui n'est probablement qu'un matelas rempli de paille grouillant de punaises, vous réalisez à quel point tous les muscles de votre corps sont endoloris. La vie dans l'Ouest des années 1870 impliquait un travail physique constant. De l'aube au crépuscule, il n'y avait ni week-end, ni vacances, et encore moins de considérations ergonomiques. Que vous soyez fermier mineur ou ouvrier agricole. Votre corps était votre principal outil de travail, jusqu'à ce qu'il rende l'âme. Vous pensez peut-être que vous travaillez dur dans votre vie moderne. Mais le travail à la frontière était tout autre chose, un travail éreintant, qui rendait même les plus forts courbés et arthritiques dès la trentaine. Imaginez passer 14 heures à labourer les champs, à transporter de l'eau, à couper du bois ou à travailler sous terre dans un puits de mine. Pas étonnant que l'espérance de vie moyenne n'était que de 35 ans environ. Debout sur le sol poussiéreux, vous remarquez le froid dans l'air. Si c'est l'hiver, il peut faire moins 20 degrés Celsius à l'intérieur de votre cabane. Si vous aviez une cheminée, vous l'auriez laissée brûler toute la nuit pour économiser un combustible précieux. Bonne chance pour trouver le chauffage central ou des sous-vêtements thermiques à cette époque. Et si c'est l'été, préparez-vous à transpirer à travers tous les vêtements que vous possédez. Il n'y avait aucun moyen d'échapper aux éléments dans le Far West. En parlant de vêtements, oubliez le confort. Les hommes possédaient généralement 2 ensembles de vêtements, des pantalons en toile ou en dénime rugueux et des chemises en coton qui irritaient la peau. Les femmes portaient plusieurs couches, quelle que soit la température, des chemises, des corsets, des jupons et de longues robes qui traînaient dans la saleté. Tout était rugueux, mal ajusté et rarement lavé. Ces tenues élégantes que vous avez vues dans les films westerns? De la pure fiction pour le commun des mortels. Votre estomac grogne, vous rappelant qu'il est l'heure du petit déjeuner. J'espère que vous aimez les haricots, les biscuits et le café, probablement à tous les repas. Le régime alimentaire du Far West était monotone et carencé en nutriments. Les fruits et légumes frais étaient des luxes saisonniers. La viande, lorsqu'elle était disponible, était souvent conservée avec du sel ou fumée, car la réfrigération n'existait pas. Le scorbut, une maladie causée par une carence en vitamine C, qui se caractérise par des saignements des gencives et la chute des dents, était courant chez les colons, bien qu'il soit facilement évitable grâce aux connaissances modernes. Vous pensez peut-être que le café était au moins bon. Les cow-boys semblent toujours avoir une cafetière sur le feu dans les films, mais ce qu'on vous sert ne ressemble guère à ce que vous reconnaissez comme du café. Il est généralement bouilli jusqu'à ce qu'il soit presque carbonisé, incroyablement amer et contenant parfois des coquilles d'œufs écrasées ou même du sel pour réduire l'amertume. Mais la caféine vous aidait à affronter la journée, alors vous le buviez sans vous plaindre. Avant de sortir, vous deviez vérifier que vos chaussures ne cachaient pas de scorpions ou de serpents qui auraient pu s'y réfugier pendant la nuit. N'était pas rare que les habitants de la frontière secouent leurs bottes chaque matin, une habitude née d'une expérience douloureuse. Un faux pas, et vous pourriez vous retrouver face à une morsure venimeuse à des kilomètres de toute aide médicale. En sortant de votre cabane, vous immédiatement conscient de votre vulnérabilité. Le vaste paysage de la frontière américaine était certes à couper le souffle, mais il était aussi impitoyable. Des conditions météorologiques extrêmes pouvaient survenir sans crier gare. Les blizzards,
Les tornades, les crues soudaines ou la sécheresse pouvaient tous signifier la mort pour les personnes non préparées. Le ciel pouvait être dégagé à un moment donné, mais cela pouvait changer en quelques minutes. Si vous vous êtes installé dans une ville frontalière, vous pourriez penser que la civilisation offre une certaine protection. D'une certaine manière, c'est vrai, mais elle présente simplement des dangers différents. Les villes du Far West étaient des foyers de maladies. Sans système d'égouts adéquat ni compréhension de la théorie des germes, les maladies se propageaient rapidement dans les communautés. Le choléra, la typhoïde, la diphtérie et la tuberculose étaient des constantes menaces. Une épidémie pouvait décimer la moitié d'une ville en quelques semaines. En parlant de ville, imaginons que vous décidiez d'en visiter une aujourd'hui. En vous approchant, vous remarquez l'absence d'un plan d'urbanisme organisé, contrairement à ce à quoi vous vous attendiez. De nombreuses villes de l'Ouest se sont développées de manière anarchique, avec des bâtiments construits là où cela était pratique, souvent sans planification ni infrastructure adéquate. Les rues ne sont pas pavées, mais sont plutôt des chemins de terre qui se transforment en bourbiers lorsqu'il pleut et en nuages de poussière, lorsqu'il fait sec. Quelle odeur vous frappe à nouveau plus fort. Le fumier de cheval est partout, car les chevaux sont le principal moyen de transport. Il n'y a pas de balayeur de rue ni de service d'hygiène. Dans certaines villes, les déchets accumulés peuvent atteindre une hauteur de genoux dans les zones très fréquentées. Les mouches fourmillent autour de vous, et vous comprenez pourquoi les maladies se propagent si facilement ici. En descendant la rue principale, vous passez devant le saloon, probablement l'un des établissements les plus fréquentés de la ville. Contrairement à ce que montre Hollywood, les saloons n'étaient pas des lieux glamour avec des portes battantes et des pianistes. La plupart étaient des établissements rudimentaires composés d'une seule pièce avec des bars en planches grossières et un mobilier basique. L'alcool servi n'était pas du whisky raffiné vieilli en fût de chêne, mais de l'alcool brut souvent mélangé à du jus de tabac, du poivre, de la térébenthine ou même de la poudre à canon pour lui donner un coup de fouet. Un seul verre pouvait vous rendre aveugle si vous n'aviez pas de chance. Le saloon représente un autre aspect mortel de la vie à la frontière, la violence. Ces établissements étaient souvent le théâtre d'affrontements meurtriers, non pas à cause de bijoux ou de duels, mais à cause de disputes entre ivrognes qui dégénéraient rapidement dans une société fortement armée. Les fusillades romantiques des films western étaient rares. La plupart des violences étaient impulsives, chaotiques et motivées par des raisons futiles. En parlant d'armes, vous remarquerez que presque tout le monde porte une arme, mais pas pour les raisons que vous imaginez. Si la protection personnelle était certainement un facteur, les armes étaient avant tout des outils pour chasser, se protéger des animaux sauvages et parfois pour communiquer. La menace constante des ours, des loups, des cougars et des serpents venimeux rendait imprudent de se déplacer sans armes, surtout entre les colonies. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que de nombreuses villes frontalières avaient en fait des lois strictes sur le contrôle des armes à feu. Des endroits comme Dodge City au Kansas et Tombstone en Arizona obligeaient les visiteurs à remettre leurs armes à feu lorsqu'ils entraient dans la ville. La célèbre fusillade à Hockey Corral a en fait commencé parce que le gang Clanton a refusé de se conformer à l'ordonnance sur les armes de Tombstone. Contrairement à ce que vous avez vu dans les films, les duels au milieu de la rue étaient extrêmement rares. La plupart des fusillades étaient des embuscades ou se produisaient lors de vols. Le tireur habile affrontant un adversaire en plein midi est en grande partie une invention hollywoodienne. La violence à la frontière était généralement soudaine, chaotique et dépourvue de tout sens de l'honneur ou de la justice. En poursuivant votre promenade, vous passez devant le cabinet du médecin local. Les soins médicaux à la frontière dans les années 1870 vous horrifieraient. La plupart des médecins n'avaient que peu ou pas de formation officielle. Les interventions chirurgicales étaient pratiquées sans anesthésie, à l'exception du whisky ou de la morphine, et la stérilisation était pratiquement inconnue. Une simple coupure infectée pouvait entraîner une amputation ou la mort. Les traitements courants comprenaient la saignée, l'utilisation de composés mercuriels, d'arsenic et d'autres substances toxiques qui faisaient souvent plus de mal que de bien. Les femmes en couche avaient un taux de mortalité pouvant atteindre 1 sur 4 dans les régions reculées. La dentisterie consistait en l'extraction sans anesthésie à l'aide d'outils rudimentaires. La plupart des gens souffraient de problèmes dentaires douloureux pendant des années avant de finir par perdre leurs dents. Si vous étiez blessé ou tombiez malade dans la frontière, votre survie dépendait souvent plus de la chance que de l'intervention médicale. Même des blessures pouvaient mettre la vie en danger en raison des infections. Les fractures pouvaient ne jamais guérir correctement, laissant les habitants de la frontière souffrir de douleurs chroniques et d'invalidité. La célèbre phrase « Seuls les plus forts survivent » avait un sens littéral dans le Far West. Votre estomac gargouille à nouveau et vous réalisez qu'il est l'heure de déjeuner. Vous vous rendez au restaurant local, qui n'est probablement qu'une extension de la maison où l'on sert des repas contre paiement.
La nourriture n'est pas plus variée que votre petit déjeuner. La viande est dure et souvent avariée. Malgré le tabagisme important, les légumes, lorsqu'ils sont disponibles, sont trop salés ou trop cuits et réduits en bouillie. Les normes d'hygiène alimentaire n'existent pas. La dysenterie et les intoxications alimentaires sont donc fréquentes. Pendant que vous mangez, vous entendez des conversations sur les récentes attaques de bandes de hors-la-loi indiens, de gangs hors-la-loi ou du danger de voyager seul. Alors que la violence des Amérindiens à l'égard des colons était bien moins fréquente que ce que dépeint la culture populaire, les colons et l'armée américaine étaient en réalité bien plus susceptibles d'être les agresseurs. La frontière était encore un lieu de conflit. Le déplacement systématique des peuples autochtones a créé des tensions qui ont parfois dégénéré en violence des deux côtés. Quant au hors-la-loi, il représentait une véritable menace, en particulier dans les régions reculées. L'application de la loi était très peu appliquée, un seul shérif étant parfois responsable de milliers de kilomètres carrés. Dans de nombreux endroits, la justice était rendue par des groupes d'autodéfense plutôt que par des procédures judiciaires officielles. Les lynchages étaient courants et le principe de la présomption d'innocence, jusqu'à preuve du contraire, n'était souvent pas appliqué. Si vous étiez accusé de vol de chevaux ou de bétail, vous pouviez vous retrouver pendu à un arbre avant le coucher du soleil. Quelle que soit votre culpabilité ou votre innocence, après le déjeuner, vous décidez de vous rendre au magasin général local pour faire des provisions. Les prix vous choquent. Les produits de première nécessité coûtent beaucoup plus cher à la frontière qu'à l'Est, en raison de la difficulté et du coût du transport. Une simple boîte de pêche peut coûter, elle, équivalent de 20 $ actuels. De nombreux colons dépensent la majeure partie de leurs revenus en produits de première nécessité, et il ne leur reste que peu pour le confort ou le luxe. Le magasin offre un autre aperçu de la réalité de la frontière, l'isolement. La distribution du courrier était peu fréquente et peu fiable. Les journaux pouvaient avoir plusieurs semaines, voire plusieurs mois de retard, les informations circulaient lentement, et vous pouviez passer des années sans nouvelles de votre famille restée dans l'Est. De nombreux colons ne revoyaient jamais leurs proches après avoir émigré vers l'Ouest. Le coût psychologique de cet isolement contribuait aux taux élevés de dépression, d'alcoolisme et de suicide parmi les populations de la frontière. À mesure que l'après-midi avance, vous remarquez que des nuages sombres s'amoncellent à l'horizon. Le temps à la frontière n'était pas seulement inconfortable, il pouvait être mortel. Sans les prévisions météorologiques modernes, les tempêtes arrivaient sans crier gare. Les blizzards pouvaient bloquer les voyageurs, entraînant des morts par hypothermie. Les tornades détruisaient des communautés entières sans que les services d'urgence puissent venir en aide aux survivants. Des inondations soudaines emportaient les convois de chariots. Les sécheresses ruinaient les récoltes et provoquaient la famine. Si vous aviez la chance d'avoir un logement convenable, celui-ci n'offrait qu'une protection minimale. La plupart des habitations de la frontière étaient construites à la hâte avec les matériaux disponibles. Des maisons en terre dans les plaines, des cabanes en rondins dans les régions boisées ou de simples structures en bois dans les villes. Aucune n'était particulièrement efficace contre les conditions météorologiques extrêmes. En hiver, les températures à l'intérieur pouvaient descendre en dessous de zéro. La chaleur estivale était souvent insupportable, en particulier dans les greniers ou les étages supérieurs où dormaient de nombreuses personnes. À l'approche de la tempête, vous décidez de rentrer dans votre cabane avant qu'elle ne frappe. En chemin, vous croisez un groupe d'hommes qui se rendent au travail dans la mine locale. L'exploitation minière était l'un des métiers les plus dangereux de la frontière. Les effondrements souterrains, l'exposition à des gaz toxiques, les explosions dues à une mauvaise manipulation de la poudre explosive et les accidents de machines ont coûté la vie à d'innombrables personnes. Les mineurs souffraient également de problèmes de santé à long terme, tels que la silicose due à la poussière de charbon ou l'empoisonnement au mercure provenant du traitement de l'or. Même si vous évitiez les mines, peu de métiers à la frontière étaient sûrs. L'agriculture impliquait des équipements dangereux dépourvus de dispositifs de sécurité. L'élevage signifiait travailler avec des animaux imprévisibles pesant des centaines de kilos. L'exploitation forestière avait l'un des taux de mortalité les plus élevés de tous les métiers. Quel que soit votre métier, le risque de blessures graves ou de mort était exponentiellement plus élevé que dans le monde moderne. Vous arrivez à rejoindre votre cabane juste au moment où la pluie commence à tomber. Le toit fuit à plusieurs endroits et vous placez des seaux pour récupérer l'eau. C'est une bonne occasion de remplir votre réserve d'eau potable. L'eau propre étant rare et précieuse, de nombreux colons de la frontière buvaient à la même source que celle utilisée pour laver et abreuver le bétail, ce qui entraînait des maladies hydriques pouvant rapidement devenir mortelles. Assis dans votre cabane qui fuit, en écoutant la pluie, vous réfléchissez à la différence entre la réalité et l'image romantique du Far West. Il n'y avait ni héros ni méchants, juste des gens qui luttaient pour survivre dans des conditions incroyablement difficiles.
Le fait que certains aient réussi à s'en sortir témoigne de la résilience et de la détermination de l'être humain. La nuit tombe tôt, car vous n'avez pas d'électricité. Les bougies et les lampes à huile fournissent un éclairage minimal et vous les utilisez avec précaution. Le feu était un danger constant dans les maisons de la frontière. Une seule étincelle pouvait signifier la perte de tout, sans pompiers à appeler à l'aide. De nombreuses villes ont brûlé au moins une fois dans leur histoire. Vous vous préparez à vous coucher, épuisé par cette seule journée dans le Far West. Vos muscles sont endoloris, votre estomac est bouleversé par la nourriture inconnue et votre esprit est submergé par la vigilance nécessaire pour rester en vie. Alors que vous vous endormez, vous vous demandez si vous survivrez au lendemain ou si vous deviendrez une statistique de plus dans l'histoire dangereuse de la frontière américaine, le vent hurle à l'extérieur de votre cabane. Rappelant de manière obsédante à quel point les humains sont petits et vulnérables face à l'immensité de la nature sauvage et indomptée. Demain, si vous avez la chance de le voir, tous ces défis se présenteront à nouveau, accompagnés de nouveaux défis que vous n'avez pas encore imaginés. Dans le Far West, la survie n'était jamais garantie. Elle se gagnait jour après jour, heure après heure, à travers des épreuves que la plupart des gens modernes peuvent à peine imaginer. La lumière du matin filtre à travers les fissures des murs de votre cabane, vous réveillant d'un sommeil agité. Votre corps est endolori par le matelas dur, mais vous n'avez pas le temps de vous attarder. Le Far West n'attend personne. En vous levant, vous vous souvenez de votre rude initiation à la vie dans l'Ouest et vous vous demandez quels nouveaux défis vous attendent aujourd'hui. Imaginons que vous décidiez de quitter la ville aujourd'hui pour voyager à travers la frontière. Que vous vous rendiez dans une autre colonie, que vous rejoigniez un convoi de chariots vers l'ouest, ou que vous exploriez simplement voyager dans les années 1870, était une expérience totalement différente de celle à laquelle vous êtes habitué. La bonne nouvelle, c'est qu'à cette époque, le chemin de fer transcontinental était achevé, reliant les côtes est et ouest de l'Amérique. La mauvaise nouvelle, c'est que, à moins d'être relativement riche ou de voyager entre les grandes villes, vous n'aviez probablement pas les moyens de l'utiliser. La plupart des habitants de la frontière se déplaçaient en charrette tirée par des chevaux ou simplement à pied. Si vous possédiez un cheval, vous pouviez vous estimer chanceux. Les chevaux étaient chers à l'achat et à l'entretien, ce qui les rendait inaccessibles à de nombreux colons. Un bon cheval pouvait coûter l'équivalent de plusieurs mois de salaire. Il fallait ensuite acheter une selle, une bride, de la nourriture et payer les soins vétérinaires. Les soins vétérinaires consistaient souvent à abattre l'animal s'il se cassait une patte ou développait certaines maladies. Monter à cheval n'était pas non plus une partie de plaisir. Les selles des années 1870 n'étaient pas conçues pour le confort, mais pour la fonctionnalité après des heures en selle, même les cavaliers expérimentés avaient des ampoules et des muscles endoloris. Et si votre cheval s'effrayait à cause d'un serpent ou d'un bruit soudain, ce qui arrivait fréquemment, vous pouviez facilement être jeté à terre, risquant de vous casser des os ou pire encore, à des kilomètres de toute aide. Si vous ne pouviez pas vous permettre un cheval, vous pouviez voyager en chariot. Oubliez l'image romantique des pionniers roulant joyeusement à travers des prairies immaculées. Les voyages en chariot étaient extrêmement inconfortables. Les véhicules n'avaient pas de système de suspension, à part le léger rebond des roues en bois, ce qui faisait que l'on sentait chaque caillou, chaque ornière et chaque trou dans la piste. Les secousses constantes provoquaient un mal des chariots similaire au mal de mer, laissant les voyageurs nauséeux et misérables. Les routes, quand elles existaient, n'étaient généralement que des pistes en terre battue creusées par les voyageurs précédents. Après la pluie, elles se transformaient en bourbiers boueux où les chariots pouvaient s'enfoncer jusqu'aux essieux. Pendant les périodes sèches, la poussière était si épaisse qu'on pouvait à peine respirer ou voir. Les chariots tombaient souvent en panne, avec des roues qui se fêlaient ou des essieux qui se brisaient à des kilomètres de la colonie la plus proche. Imaginons que vous ayez décidé de faire le voyage jusqu'en Californie ou en l'Oregon. Vous avez rejoint un convoi de chariots qui se dirige vers l'ouest sur la célèbre piste de l'Oregon. Ce voyage de 3200 km était l'une des entreprises les plus périlleuses du XIXe siècle. Sur les quelques 400 000 personnes qui ont tenté l'aventure entre les années 1840 et 1860, on estime qu'1 sur 10 n'a pas survécu. L'Oregon Trail était parfois appelé le plus long cimetière du pays. Certains historiens estiment qu'en moyenne, 10 à 15 personnes mouraient pour chaque mile parcouru. Imaginez un peu, une tombe tous les 350 pieds environ sur 2000 miles. Le sentier était bordé de croix de fortune et de pierres tombales, dont beaucoup étaient anonymes, les familles étant contraintes d'enterrer leurs proches et de poursuivre leur voyage. Les maladies étaient la première cause de mortalité sur la piste de l'Oregon. Le choléra, une infection bactérienne qui se propageait par l'eau contaminée, était particulièrement dévastateur.
Cette horrible maladie provoquait de graves diarrhées et des vomissements qui déshydrataient le corps si rapidement qu'une personne pouvait être en bonne santé au petit déjeuner et morte au dîner. Il n'existait aucun traitement efficace. Les convois de chariots perdaient parfois des dizaines de personnes lors d'une seule épidémie de choléra. D'autres maladies, comme la dysenterie, la typhoïde et la fièvre des montagnes, ont fait d'innombrables victimes. Les enfants étaient particulièrement vulnérables et de nombreuses familles ont perdu plusieurs enfants pendant le voyage. Les soins médicaux étaient rudimentaires au mieux, consistant souvent en remèdes traditionnels qui n'étaient guère efficaces et aggravaient parfois l'état des malades. La traversée des rivières constituait un autre défi mortel. Les chariots n'étaient pas conçus pour flotter, mais les pionniers devaient traverser de nombreuses rivières au cours de leur voyage vers l'ouest. Certains disposaient de bacs ou de gués, mais beaucoup nécessitaient que les chariots soient faits passer à la manière d'un bateau de fortune. Les chariots chaviraient fréquemment lors de ces traversées, noyant des personnes et du bétail et détruisant de précieuses provisions. Les rivières plates, Columbia et Snake, ont fait des centaines de victimes pendant la période de migration. Contrairement à la croyance populaire, les attaques des Amérindiens étaient relativement rares. La plupart des tribus aidaient en fait les migrants en leur offrant des provisions, des conseils et de l'aide pour traverser les rivières. La majorité des morts violentes sur la piste étaient dues à des accidents. Écrasement par les roues des chariots. Noyades ou coups portés par les animaux de trait. Les accidents liés aux armes à feu étaient étonnamment fréquents, car la plupart des voyageurs n'avaient aucune expérience des armes, mais les portaient pour chasser et se protéger. Le coût psychologique du voyage était énorme. Les familles enterraient leurs enfants, leurs parents et leurs conjoints en cours de route, puis devaient continuer leur voyage immédiatement. Il n'y avait pas de temps pour un deuil prolongé sur la piste. Chaque jour de retard réduisait les chances de traverser les montagnes avant que les neiges hivernales ne rendent les cols impraticables. Le stress constant, le chagrin et les difficultés physiques ont conduit de nombreux voyageurs à un. Le suicide n'était pas rare parmi les migrants. Si vous surviviez d'une manière ou d'une autre au voyage vers la Californie ou l'Oregon, vos difficultés n'étaient pas terminées. Beaucoup arrivaient à destination après avoir dépensé tout leur argent et toutes leurs ressources pendant le voyage. Les familles arrivaient souvent sans ressources, mal nourries et malades, pour découvrir que la terre promise avait ses propres réalités, difficiles réalités. Mais imaginons que vous ayez décidé de ne pas aller aussi loin. Peut-être vous dirigez-vous plutôt vers une ville ou une colonie voisine. Même les courts trajets dans le Far West présentaient des dangers importants. Les voyageurs pouvaient rencontrer des hors-la-loi qui voyaient dans les cavaliers solitaires ou les petits groupes des proies faciles. Si la fréquence des attaques de diligence a été exagérée dans la fiction ultérieure, elles étaient suffisamment régulières pour constituer une préoccupation légitime. L'environnement naturel représentait une menace constante pour les voyageurs. Des inondations pouvaient emporter les pistes ou piéger les voyageurs imprudents. La chaleur estivale dans les régions désertiques pouvait tuer par déshydratation et coups de chaleur. Les tempêtes de neige hivernale piégeaient régulièrement les voyageurs, entraînant parfois des morts par gel ou des situations désespérées comme la tristement célèbre Donna Party, où les survivants ont recouru au cannibalisme pour rester en vie. La navigation elle-même était difficile à une époque où il n'existait pas de carte détaillée. Les voyageurs s'appuyaient sur des indications vagues, des points de repère qui pouvaient changer ou être mal identifiés, et sur l'expérience de guides qui s'avérait parfois peu fiable. Se perdre dans la nature sauvage pouvait être synonyme de mort, surtout si vos provisions étaient rares. En voyageant aujourd'hui, vous remarquez un autre aspect de la vie à la frontière que les films dépeignent rarement avec précision, l'étonnante diversité des gens. L'Ouest sauvage n'était pas peuplé uniquement de cow-boys et de colons blancs. C'était un lieu de rencontre de cultures du monde entier. Les immigrants chinois travaillaient comme constructeurs de chemins de fer, mineurs et marchands. Les familles mexicaines vivaient dans le sud-ouest bien avant qu'ils ne deviennent territoire américain. Les cow-boys noirs représentaient jusqu'à 25% de la main-d'œuvre de certains ranchs. Les immigrants européens venus d'Allemagne, d'Irlande, d'Italie et de Scandinavie ont apporté leur culture et leurs traditions. Et bien sûr, des dizaines de nations amérindiennes distinctes avaient élu domicile sur ces terres depuis des milliers d'années avant l'arrivée des autres. Cette diversité ne signifiait toutefois pas l'égalité ou l'harmonie. La violence raciale était une caractéristique courante de la vie à la frontière. Les ouvriers chinois travaillant sur les chemins de fer étaient victimes d'une discrimination brutale, étaient souvent contraints d'accepter les emplois les plus dangereux pour un salaire inférieur à celui des travailleurs blancs. Les propriétaires terriens mexicains voyaient fréquemment leurs biens saisis par le biais de manipulations juridiques ou de vols purs et simples après la guerre américano-mexicaine. Les Noirs américains qui avaient émigré vers l'Ouest dans l'espoir d'échapper à la discrimination dans le Sud se heurtaient souvent à un racisme tout aussi profond. Bien que différent dans sa forme,
malgré leur contribution cruciale à l'élevage, à l'exploitation minière et à la construction des communautés frontalières. Ils étaient fréquemment exclus des opportunités économiques et de l'acceptation sociale. Pour les Amérindiens, l'expansion de la colonisation blanche fut tout simplement catastrophique. La population indigène d'Amérique du Nord, qui comptait autrefois peut-être 15 millions de personnes, avait été réduite à moins de 300 000 individus en 1900. Les maladies, la guerre, les déplacements forcés et la destruction délibérée de leurs sources de nourriture. En particulier le bison, décimèrent de nombreuses tribus et nations. Les politiques du gouvernement américain ont systématiquement chassé les Amérindiens de leurs terres traditionnelles pour les regrouper dans des réserves souvent situées dans des régions au sol pauvre et aux ressources limitées. Les traités étaient régulièrement violés lorsque des ressources précieuses étaient découvertes sur les terres des réserves. Les enfants amérindiens étaient retirés à leurs familles et placés dans des pensionnats destinés à effacer leur identité culturelle, fonctionnant selon la philosophie « tuer l'Indien, sauver l'homme ». Les récits romancés opposant cow-boys et indiens dans les films ultérieurs ont grossièrement déformé les interactions complexes entre les colons et les peuples autochtones. De nombreuses nations autochtones ont d'abord essayé d'accueillir les nouveaux arrivants et de s'adapter à la situation changeante. La violence a généralement éclaté après des violations répétées des traités, l'empiètement sur les terres tribales ou des provocations délibérées. Au cours de votre voyage, vous réfléchissez à un autre groupe dont l'expérience diffère considérablement des représentations hollywoodiennes. Les femmes de la frontière. Loin des demoiselles en détresse ou des mères au foyer des films westerns, les femmes de la frontière accomplissaient un travail physique incroyablement exigeant tout en devant composer avec des attentes sociales restrictives. Dans les fermes et les exploitations agricoles, les femmes s'occupaient non seulement des tâches domestiques traditionnelles telles que la cuisine, le ménage, la garde des enfants et la confection des vêtements, mais elles travaillaient également dans les champs, s'occupaient du bétail et défendaient leur foyer lorsque cela était nécessaire. Leur journée de travail commençait généralement avant l'aube et se terminait bien après la tombée de la nuit, avec peu ou pas de jours de repos. Une femme de la frontière pouvait être amenée à labourer les champs le matin, accoucher d'un bébé chez une voisine à midi, repousser les prédateurs qui menaçaient le bétail l'après-midi, tout en préparant les repas et en s'occupant de ses propres enfants. Beaucoup de femmes sont devenues veuves très jeunes en raison de la nature dangereuse de la vie à la frontière et ont dû gérer seules des fermes ou des entreprises tout en élevant leurs enfants. Malgré leurs contributions essentielles, les femmes avaient peu de droits légaux. Dans la plupart des territoires et des États, elles ne pouvaient pas voter, posséder des biens indépendamment si elles étaient mariées ou avoir la garde de leurs enfants en cas de divorce. La violence domestique était considérée comme une affaire privée et les victimes disposaient de peu de recours juridiques. Pour les femmes célibataires, les options étaient très limitées. L'enseignement était l'une des rares professions respectables, mais les enseignantes étaient nettement moins bien payées que leurs homologues masculins et devaient souvent démissionner lorsqu'elles se mariaient. Certaines femmes ont trouvé leur indépendance économique en tenant des pensions, en travaillant comme infirmières ou en créant des entreprises de modisterie ou de couture. Il y avait aussi les prostituées qui travaillaient dans les bordels et les saloons de la frontière et dans les saloons. Si la mythologie a ensuite romancé ces femmes, la réalité était généralement sinistre. Beaucoup se sont lancés dans cette profession par désespoir économique après avoir été veuves ou abandonnées. Les violences physiques, la toxicomanie et les maladies vénériennes étaient des risques courants liés à ce travail. Même celles qui réussissaient à gagner beaucoup d'argent se retrouvaient ostracisées par la société et incapables de trouver un emploi plus respectable. Certaines femmes ont toutefois trouvé une plus grande liberté à la frontière qu'elles n'auraient pu avoir dans l'Est. La pénurie de femmes dans les territoires de l'Ouest leur offrait plus de possibilités de mariage et parfois un meilleur traitement, les communautés rivalisant pour attirer et retenir les résidentes. Quelques territoires, comme le Wyoming et l'Utah, ont accordé le droit de vote aux femmes plusieurs décennies avant le 19e amendement, reconnaissant ainsi leur contribution essentielle au développement de la frontière. Au fil de la journée et de votre voyage, vous vous interrogez peut-être sur l'application de la loi dans cette région supposée sans loi. La réalité était complexe et variait considérablement d'un endroit à l'autre. Les grandes villes disposaient généralement d'une forme d'application de la loi organisée, mais les vastes zones rurales bénéficiaient d'une protection officielle minimale, voire inexistante. Les shérifs de comté étaient des élus chargés de maintenir l'ordre sur des territoires parfois immenses. Un seul shérif pouvait être le seul représentant de la loi sur des milliers de kilomètres carrés, ce qui rendait impossible les patrouilles régulières. Il comptait beaucoup sur l'aide de citoyens ordinaires en cas d'urgence, créant des groupes pour poursuivre les criminels ou répondre à la violence. Les marshals de ville s'occupaient de l'application de la loi dans les limites de la ville, parfois avec quelques adjoints dans les grandes agglomérations. Ces postes étaient souvent dangereux et mal payés,
attirant un mélange de fonctionnaires dévoués et de personnes qui aimaient le pouvoir que leur conférait leur insigne. Certains hommes de loi célèbres, comme Wyatt HERB, ont oscillé tout au long de leur carrière entre l'application légitime de la loi et des activités plus douteuses. Les marshals fédéraux avaient compétence sur l'ensemble des territoires et des États, mais ils étaient peu nombreux. Ils se concentraient généralement sur les crimes majeurs tels que la contrefaçon, le vol de courrier ou les infractions impliquant plusieurs juridictions. Les légendaires marshals américains des films westerns, qui faisaient régner la loi à eux seuls dans des villes sans loi, étaient en grande partie des créations fictives dans de nombreuses régions reculées. La justice était rendue par des actions communautaires informelles plutôt que par des procédures judiciaires officielles. Des groupes d'autodéfense se formaient pour faire face aux menaces perçues lorsque les forces de l'ordre officielles étaient absentes ou inefficaces. Ces groupes maintenaient parfois l'ordre de base, mais ils pouvaient facilement devenir le vecteur de préjugés, de vendettas personnelles ou de violences collectives. L'image emblématique du duel au revolver était en grande partie violence. L'image emblématique du duel au pistolet était en grande partie une invention tardive. La plupart des violences à la frontière étaient banales, impulsives et souvent alimentées par l'alcool. Les bagarres de bar qui dégénéraient en meurtre, la violence domestique et les conflits fonciers ou liés au bétail étaient bien plus courants que les fusillades spectaculaires dans les rues poussiéreuses. Les sanctions pénales étaient sévères selon les normes modernes. La pendaison était la peine habituelle pour le meurtre, le viol et parfois le vol, en particulier de chevaux ou de bétail. Il existait des prisons, mais il s'agissait des établissements primitifs où le taux de mortalité était élevé en raison des maladies, de la violence et des mauvaises conditions. De nombreuses communautés préféraient l'exécution immédiate au coût d'une incarcération à long terme. À l'approche du soir, vous décidez de chercher un abri pour la nuit. Avec un peu de chance, vous trouverez peut-être une ville avec un hôtel ou une pension. Ne vous attendez pas au luxe. Les hébergements à la frontière étaient au mieux rudimentaires. Une chambre d'hôtel typique comprenait un lit simple, parfois infesté de punaises, un lavabo avec une cruche et une cuvette, et peut-être une chaise. Les toilettes étaient situées à l'arrière, dans des latrines communes à tous les clients. L'intimité était minimale, les murs fins permettant d'entendre tous les mouvements et toutes les conversations des voisins. Dans les établissements plus fréquentés, il était même possible de partager son lit avec un inconnu, une pratique courante pour maximiser la capacité d'accueil pendant les périodes de forte affluence. Les draps n'étaient pas changés après le départ des clients précédents et l'éclairage se limitait à des bougies ou des lampes à huile. Une nuitée coûtait entre 25 cents et $1, selon la qualité et l'emplacement de l'établissement. Cela représentait une dépense importante pour de nombreux voyageurs, équivalente à plusieurs heures de salaire pour un travailleur moyen. Beaucoup choisissaient de dormir dans des écuries, des granges ou simplement à la Belle Étoile pour économiser de l'argent, malgré les risques supplémentaires que ces options présentaient. Si vous voyagiez dans des régions plus reculées, vous deviez probablement camper pour la nuit. Cela impliquait d'allumer un feu, à condition de trouver suffisamment de combustible, de préparer un repas à partir de vos maigres provisions et de dormir à même le sol avec une protection minimale contre les éléments ou la faune sauvage. Les peuples autochtones, les voyageurs expérimentés et les éclaireurs militaires avaient développé des techniques sophistiquées pour camper en toute sécurité. Mais le colon moyen commettait souvent des erreurs dangereuses. Une bonne gestion du feu était littéralement une question de vie ou de mort. Un feu trop grand pouvait déclencher un incendie de prairie ou de forêt qui pouvait consumer des milliers d'hectares en quelques heures. Un feu trop petit pouvait ne pas fournir suffisamment de chaleur pendant les nuits froides, entraînant une hypothermie. La cuisine au feu de camp exigeait des compétences dont la plupart des gens modernes ne disposent pas, ce qui donnait souvent des repas à la fois brûlés et crus. À la chute de la nuit, alors que vous vous prépariez à dormir, les sons de l'obscurité de la frontière vous entouraient. Les coyotes hurlaient au loin. Des oiseaux inconnus chantaient. Le vent soufflait dans l'herbe ou les arbres. Pour les personnes habituées à la pollution lumineuse et sonore moderne, l'obscurité profonde et les sons étranges des nuits sauvages provoquaient souvent une intense anxiété. De nombreux voyageurs dormaient mal à la frontière, non seulement à cause de l'inconfort physique, mais aussi par crainte des dangers inconnus qui pouvaient se cacher dans l'obscurité. Les attaques par des indigènes, bien que rares, se produisaient souvent à l'aube, lorsque les dormeurs étaient le plus vulnérables. Des prédateurs tels que les loups, les ours et les pumas pouvaient venir fouiller les campements à la recherche de nourriture. Les serpents venimeux et les scorpions cherchaient des endroits chauds pour se reposer, parfois même dans le sac de couchage d'un dormeur. Même si aucune menace réelle ne se concrétisait, le stress psychologique lié à la vigilance constante avait des conséquences néfastes. Les journaux intimes de la frontière mentionnent fréquemment l'épuisement, non seulement dû au travail physique, mais aussi à la tension mentale liée à la vigilance permanente.
Les gens modernes, habitués aux serrures, aux alarmes et à la sécurité offerte par une population dense, trouveraient la vulnérabilité des conditions de sommeil à la frontière profondément dérangeante. Alors que vous glissez vers le sommeil, vous repensez à votre journée. Voyager dans le Far West n'a presque rien à voir avec l'image romantique et aseptisée véhiculée par les œuvres de fiction. C'était épuisant, dangereux et inconfortable, bien au-delà de ce que la plupart des gens modernes pourraient supporter. Les compétences requises de la part de Mustaine, de la navigation sans carte à la réparation d'urgence en passant par le maniement des armes à feu en toute sécurité, ont pris des années à acquérir et les erreurs étaient souvent fatales. L'obscurité s'épaissit et les bruits des créatures nocturnes se font plus forts. Demain apportera de nouveaux défis. Si vous survivez à la nuit, vous atteindrez peut-être votre destination. Ou peut-être deviendrez-vous une autre tombe anonyme le long de la piste. Une statistique de plus dans l'histoire périlleuse de l'expansion vers l'ouest. Le Far West ne pardonnait aucune faiblesse et n'offrait aucune seconde chance. Chaque jour de survie était une victoire contre toute attente. Un nouveau jour se lève sur la frontière et vous avez survécu à la nuit. Une victoire en soi dans le Far West. Alors que vous vous frottez les yeux et étirez vos muscles endoloris, vous vous interrogez sur la direction que pourrait prendre votre expérience de la frontière. Aujourd'hui, vous tenterez peut-être votre chance dans l'une des villes minières en plein essor où la fortune se fait soi-disant en une nuit. Vous avez entendu parler de la ruée vers l'or en Californie, ruée vers l'or en Californie, les découvertes d'argent au Nevada et le boom minier au Colorado. Les récits des hommes ordinaires trouvant des pépites de la taille d'un œuf de poule et devenant riches du jour au lendemain ont attiré des centaines de milliers de personnes vers l'ouest. Ce que ces histoires ne mentionnent pas, c'est la réalité brutale qui attend ceux qui poursuivent des rêves miniers. Imaginons que vous décidiez de vous lancer dans l'exploitation minière. Que cela impliquerait-il concrètement? Tout d'abord, vous devriez revendiquer un terrain. C'est-à-dire trouver une parcelle de terre non revendiquée contenant potentiellement des gisements minéraux. Ce qui était de plus en plus difficile dans les années 1870, car les zones les plus faciles et les plus riches avaient été revendiquées des années auparavant. Si vous aviez la chance de trouver un endroit prometteur, vous devriez enregistrer votre revendication auprès du bureau gouvernemental le plus proche et payer les frais requis, qui pouvaient être considérables. Ensuite, le vrai travail commençait. Il s'agissait de l'un des travaux les plus exigeants physiquement que l'on puisse imaginer dans le domaine de l'exploitation minière alluviale, chercher de l'or en vrac dans les cours d'eau. Vous passiez des heures penchés dans l'eau glacée de la montagne, tamisant les sédiments à l'aide d'un tamis ou d'une boîte à tamis. Vos mains se fissuraient et saignaient à cause de l'exposition constante à l'eau et aux matériaux rugueux. Votre dos vous faisait souffrir à cause de la position voûtée. Et après tous ces efforts, vous aviez de la chance si vous trouviez quelques minuscules paillettes d'or valant quelques centimes. Si vous vous aventuriez dans l'exploitation minière de roches dures pour creuser des veines de minerais dans les montagnes, les dangers se multipliaient de manière exponentielle. Creuser des tunnels dans des roches instables sans équipement de sécurité moderne, ni connaissance en ingénierie, entraînait de fréquents effondrements qui écrasaient les mineurs sur place. Les puits mal ventilés remplis de gaz toxiques comme le monoxyde de carbone, inodore mais mortel, qui étouffaient les mineurs qui n'avaient aucun avertissement du danger. L'utilisation de poudre noire ou de dynamite pour faire éclater la roche était extrêmement dangereuse. Les mineurs perdaient souvent des doigts, des mains, des yeux ou la vie lorsque les charges explosaient prématurément ou que des fragments de roche projetés devenaient des projectiles mortels. Le bruit assourdissant et les percussions constantes des explosions laissaient de nombreux mineurs avec une perte auditive permanente. Même si l'on évitait les catastrophes immédiates, les effets à long terme sur la santé étaient dévastateurs. Les mineurs inhalaient constamment de fines poussières de roche qui provoquaient la silicose, une maladie pulmonaire douloureuse qui étouffait lentement ses victimes. Le mercure utilisé dans le traitement de l'or provoquait des lésions neurologiques, des tremblements et une détérioration mentale. Ceux qui travaillaient dans les mines de cuivre ou de plomb absorbaient des métaux toxiques qui s'accumulaient dans leur corps, provoquant des maladies chroniques et une mort prématurée. L'industrie minière des années 1870 n'avait pratiquement aucune réglementation en matière de sécurité ou de surveillance. Les propriétaires de mines privilégiaient le profit au détriment du bien-être des travailleurs, et les accidents étaient considérés comme faisant partie intégrante du métier. Les soins médicaux prodigués aux mineurs blessés étaient minimes et souvent inefficaces. Une blessure grave signifiait généralement la fin de la carrière et des moyens de subsistance d'un mineur, qui ne bénéficiait d'aucune aide pour invalidité ni d'aucune indemnisation des accidents du travail. Malgré tous ces risques et ces difficultés, quelle était la récompense probable? Contrairement au mythe du prospecteur chanceux, la grande majorité des mineurs gagnaient à peine le salaire minimum vital. Dans les années 1870, la plupart travaillaient pour de grandes sociétés minières plutôt que de gagner leur vie de manière indépendante,
touchant $2 pour une journée de travail éreintante de 10 à 12 heures. Des études suggèrent que les commerçants, les propriétaires de saloons et les prostituées gagnaient systématiquement plus d'argent que les mineurs dont les rêves faisaient vivre les villes minières de la frontière. En parlant des villes minières, elles étaient réputées pour être des endroits difficiles. Imaginez une communauté composée principalement de jeunes hommes célibataires engagés dans un travail dangereux avec peu de femmes, de familles ou d'institutions civilisatrices. La consommation d'alcool était astronomique. Le résident moyen d'un camp minier consommait plusieurs fois plus d'alcool que l'Américain moyen aujourd'hui. La violence était monnaie courante, avec des bagarres, des coups de couteau et des fusillades réguliers. L'hygiène dans les camps miniers était généralement déplorable, avec un minimum de planification ou d'infrastructures. Les déchets humains et les ordures s'accumulaient dans les rues et les cours d'eau. La typhoïde, le choléra et la dysenterie se propageaient rapidement dans ces conditions. Pendant les mois chauds, l'odeur était insupportable et des nuées de mouches propageaient les maladies des déchets à la nourriture. Si vous parveniez à trouver un minerai précieux, vous deviez ensuite le convertir en argent. Le système bancaire dans le Far West était primitif et souvent prédateur. De nombreuses villes minières n'avaient aucune banque, ce qui obligeait les mineurs à transporter leur poudre d'or ou leurs minerais, les exposant ainsi au vol. Certains saloons et magasins généraux proposaient d'acheter de l'or, mais souvent à des prix bien inférieurs à leur valeur réelle, profitant des options limitées des mineurs. Lorsque des banques existaient, elles fonctionnaient avec un minimum de réglementation ou de surveillance. Les faillites bancaires étaient courantes et détruisaient souvent les économies de toute une vie des clients. Sans avertissement ni recours, de nombreux banquiers n'étaient guère plus que des escrocs qui ouvraient des boutiques, collectaient des dépôts et disparaissaient du jour au lendemain avec tous les fonds. En l'absence de monnaie fédérale, le papier-monnaie était émis par les banques individuelles et sa valeur fluctuait énormément en fonction de la réputation de la banque. Les faux billets circulaient largement, et même les marchands expérimentés pouvaient être trompés par des contrefaçons bien faites. La forme d'argent la plus sûre était l'or ou l'argent sous forme de pièces, mais le fait de les transporter rendait vulnérables au vol. Peut-être qu'après avoir pris en compte les dangers et les déceptions de l'exploitation minière, vous décidez de vous essayer à l'élevage. L'industrie bovine était en plein essor dans les années 1870, la demande en viande bovine dans les villes de l'Est, créant des opportunités dans les régions pionnières. Il s'agissait sans aucun doute d'une activité plus saine et plus rentable. L'élevage évitait en effet certains des pires risques sanitaires liés à l'exploitation minière, mais il comportait ses propres dangers et difficultés. Pour créer un ranch, il fallait disposer d'un capital important. Les terres, le bétail, le matériel et les bâtiments représentaient des investissements considérables. De nombreux éleveurs en herbe s'endettèrent lourdement pour acheter le nécessaire, misant leur avenir sur des conditions météorologiques et commerciales favorables. Mais la nature en décida souvent autrement. Les sécheresses pouvaient assécher les pâturages et les sources d'eau essentielles, obligeant les éleveurs à regarder leur bétail mourir de faim ou à le vendre à perte. Les hivers rigoureux pouvaient décimer des troupeaux entiers. Comme ce fut le cas lors de la tristement célèbre Grande Mort de 1886 à 1887 à 1887, lorsque jusqu'à 90% du bétail des pâturages du Nord a gelé ou est mort de faim lors d'un hiver exceptionnellement rigoureux. Les maladies pouvaient se propager dans les troupeaux et anéantir du jour au lendemain l'investissement d'un éleveur. La fièvre du Texas, l'anthrax et d'autres maladies infectieuses n'avaient pas de traitement efficace dans les années 1870. Les prédateurs tels que les loups et les cougars faisaient des ravages constants parmi le bétail, en particulier les veaux, qui étaient particulièrement vulnérables. Les plantes toxiques, les sables mouvants et les blessures réduisaient encore les troupeaux. Les célèbres conduites de bétail, qui consistaient à déplacer des troupeaux sur des centaines de kilomètres jusqu'au point d'embarquement ferroviaire, n'étaient pas des aventures romantiques, mais des entreprises éprouvantes et dangereuses. Les cow-boys, qui n'étaient pas les figures glamour des films ultérieurs, mais généralement de jeunes ouvriers mal payés, travaillaient 20 heures par jour pendant les conduites, ne prenant que de courtes siestes en selle alors qu'ils déplaçaient des milliers d'animaux sur des terrains difficiles. Ces conduites étaient confrontées à des... La traversée des rivières pouvait devenir mortelle en quelques minutes si les animaux paniquaient, provoquant des carambolages mortels qui noyaient le bétail et les cow-boys. Les stampèdes, qui pouvaient être déclenchées par quelque chose d'aussi simple qu'un coup de foudre ou une brin de branche cassée, transformaient des milliers d'animaux de 1500 livres en une force destructrice imparable. Les cow-boys pris dans les stampèdes étaient souvent piétinés à mort. La vie des cow-boys était loin de la liberté dépeinte dans la mythologie western. Ils gagnaient généralement environ $30 par mois pour un travail épuisant et dangereux. La plupart étaient de très jeunes hommes, souvent des adolescents issus de milieux pauvres et ayant peu d'autres options. Un pourcentage important était des Noirs mexicains ou des métis confrontés à une discrimination qui limitait leurs opportunités ailleurs.
Leur régime alimentaire sur la piste consistait principalement de haricots, de sel et de biscuits, avec très peu de produits frais. Les soins médicaux se limitaient aux remèdes traditionnels que connaissait le cuisinier de la caravane. Les blessures courantes dans ce travail dangereux restaient souvent sans soins jusqu'à ce qu'elles mettent la vie en danger. De nombreux cow-boys mouraient jeunes des suites de blessures, d'exposition aux intempéries ou de violences. Peut-être que l'élevage n'est pas si attrayant après tout. Qu'en est-il de l'agriculture ? La culture de la terre, l'activité la plus fondamentale de l'humanité, offrait sûrement un mode de vie plus stable et moins dangereux à la frontière. Le Loi Homestead Act de 1862 avait ouvert de vastes zones de l'Ouest à la colonisation, offrant 160 acres gratuits à toute personne qui s'installerait et améliorerait la terre pendant 5 ans. Cela semblait être une opportunité incroyable, une chance pour les personnes disposant de peu d'argent de devenir propriétaires terriens et de se construire une vie indépendante. La réalité s'est avérée bien plus difficile que la promesse. Les 160 premiers acres peuvent sembler considérables, mais dans les régions arides qui constituaient la majeure partie des terres disponibles, elles étaient souvent insuffisantes pour subvenir aux besoins d'une famille. Les méthodes agricoles traditionnelles de l'Est ont échoué dans ces environnements où les précipitations étaient bien inférieures à ceux auxquels les pionniers étaient habitués. De nombreux colons n'avaient aucune connaissance des techniques d'agriculture sans irrigation nécessaires pour réussir dans ces régions. Pour démarrer une ferme dans l'Ouest, il fallait d'un travail physique énorme. La première tâche consistait à construire un abri, généralement une maison en torchis sur les plaines dépourvues d'arbres, construite en coupant et en empilant des mottes de gazon dense. Ces maisons en torchis étaient des habitations sombres et humides qui fuyaient quand il pleuvait, abritaient des insectes et des serpents et s'effondraient sans entretien constant. Venait ensuite le travail éreintant de défricher la terre pour la plantation, la terre de la prairie. Maintenue par des racines denses qui s'étaient développées au fil des siècles, était extrêmement difficile à labourer avec les outils dont disposaient la plupart des colons. Il fallait parfois plus d'un an juste pour préparer quelques hectares pour les semis. Le travail était si exigeant physiquement qu'il a causé des dommages irréversibles à de nombreux agriculteurs. Une fois les semis effectués, les agriculteurs étaient confrontés à des menaces de toutes parts. La sécheresse pouvait faire dépérir les plantes avant la récolte. Des pluies torrentielles pouvaient emporter les semis ou inonder les champs. Le gel précoce pouvait détruire les cultures juste avant la récolte. Des sauterelles descendaient en essaims bibliques, dévorant tout ce qui était vert sur leur passage et parfois même les manches des outils laissés dans les champs. Les maladies touchaient les fermiers de la frontière comme tout le monde, mais avec des conséquences particulièrement dévastatrices. Sans aide salariée et avec peu de soutien communautaire, la maladie d'un membre de la famille pendant les périodes cruciales de plantation ou de récolte pouvait faire la différence entre la survie et la famine. Les femmes continuaient souvent à travailler dans les champs alors qu'elles étaient enceintes ou quelques jours seulement après avoir accouché, au péril de leur santé, car le travail ne pouvait tout simplement pas attendre. Les accidents agricoles étaient fréquents et souvent mortels. Les outils artisanaux se brisaient et causaient des blessures. Les animaux paniquaient et piétinaient leurs gardiens. Même les récoltes fructueuses pouvaient s'avérer mortelles. De nombreux agriculteurs mouraient en tombant dans des silos à grains et en suffoquant dans les grains en vrac ou lorsque des bâtiments de stockage mal construits s'effondraient sous le poids de leur contenu. L'isolement des fermes frontalières avait un lourd impact psychologique. Les voisins pouvaient se trouver à des kilomètres et ne se rendaient visite que rarement. Les femmes souffraient particulièrement de cet isolement. Certaines passaient des mois sans parler à personne en dehors de leur famille immédiate. La dépression, l'anxiété et ce qu'on appelait alors la « folie des prairies » touchaient de nombreux colons, conduisant parfois à l'abandon des fermes ou au suicide. Pour ceux qui persévéraient malgré ces difficultés et parvenaient à produire des récoltes, les obstacles économiques demeuraient. Le transport vers les marchés était difficile et coûteux. Sans réfrigération, les produits périssables devaient être vendus rapidement ou conservés. Les grandes entreprises agricoles et les compagnies ferroviaires utilisaient leur influence pour maintenir les prix des récoltes bas et les coûts de transport élevés, mettant ainsi les agriculteurs indépendants sous pression. Dans les années 1870, une autre option émergeait à la frontière: travailler pour un salaire dans les villes et les industries en pleine expansion. Peut-être cela offrait une voie plus sûre et plus stable que les activités à haut risque que représentait l'exploitation minière, l'élevage ou l'agriculture. Le travail salarié évitait certes certains des pires dangers physiques et financiers liés aux entreprises indépendantes, mais il comportait ses propres difficultés. Les normes de sécurité industrielle étaient pratiquement inexistantes. Les ouvriers des usines, des moulins et des ateliers de la frontière subissaient des blessures horribles causées par des machines non protégées. Les ouvriers du bâtiment construisaient des structures de plus en plus hautes sans harnais ni équipement de sécurité, ce qui entraînait de fréquentes chutes mortelles. Le travail ferroviaire était particulièrement dangereux.
Les poseurs de rails travaillaient avec un équipement minimal dans des conditions brutales, souffrant de taux élevés de blessures et de décès dus à des accidents, des coups de chaleur et l'épuisement. Les travailleurs chinois qui ont construit une grande partie du chemin de fer transcontinental se voyaient souvent assigner les tâches les plus dangereuses, telles que la manipulation d'explosifs instables pour faire sauter des cols de montagne. Les heures de travail étaient longues selon les normes modernes, généralement 10 à 12 heures par jour et 6 jours par semaine. Les salaires étaient bas, la plupart des travailleurs gagnant à peine le salaire minimum, le travail des enfants était courant. Des enfants âgés de 8 ou 9 en travaillant aux côtés des adultes dans de nombreux secteurs. Souvent souffrant de taux d'accidents plus élevés en raison de leur taille et de leur inexpérience, les travailleurs n'avaient pratiquement aucune protection juridique, les employeurs pouvaient licencier les gens sans motif. Réduire les salaires de manière arbitraire ou retenir entièrement les salaires, ceux qui se plaignaient ou tentaient de s'organiser pour obtenir de meilleures conditions, étaient mis sur liste noire et considérés comme des fauteurs de troubles. Qu'aucun autre employeur de la région n'embaucherait les cités minières, où un seul employeur possédait tous les logements et les commerces, étaient courantes dans les régions minières et forestières. Les travailleurs de ces communautés payaient des prix exorbitants dans les magasins de l'entreprise, vivaient dans des logements appartenant à l'entreprise et étaient parfois payés en monnaie fiduciaire plutôt qu'en monnaie légale. Cela créait une forme de servitude, les travailleurs ne pouvant jamais économiser suffisamment pour échapper au système. Que vous soyez mineur, éleveur, agriculteur ou ouvrier, la vie à la frontière a façonné votre expérience d'une manière que les gens d'aujourd'hui trouveraient déconcertante. Le plus frappant était peut-être la relation au temps, non pas les minutes et les heures soigneusement mesurées de notre ère numérique, mais une réalité plus fluide régie par la lumière du jour, les saisons et les rythmes naturels. Sans éclairage électrique, la plupart des gens se levaient à l'aube et se couchaient peu après le coucher du soleil. Leurs heures d'activité s'allongeaient et se raccourcissaient aux saisons. Le travail n'était pas mesuré en quarts de 8 heures, mais en tâches à accomplir, labourer les champs, déplacer le bétail ou extraire des ressources. Pendant les récoltes ou les rassemblements de bétail, les gens pouvaient travailler de l'aube jusqu'à tard dans la nuit pendant des semaines sans pause. En hiver, de nombreux travailleurs ruraux connaissaient des périodes d'inactivité relative, lorsque les champs étaient en jachère ou que le bétail nécessitait peu de soins. Le concept de ponctualité, si central dans la vie moderne, n'avait qu'une pertinence limitée à la frontière avec peu d'horloges et un besoin limité de précision dans la plupart des activités, les gens fonctionnaient selon des horaires approximatifs. Les diligences, puis les trains, ont introduit des horaires plus précis dans l'Ouest. Mais en dehors de ces contextes spécifiques, le matin ou après le dîner étaient des indications de temps suffisamment précises pour la plupart des besoins. Les divertissements et les loisirs n'avaient rien à voir avec leurs équivalents modernes. Après des journées de travail épuisantes, la plupart des habitants de la frontière avaient peu d'énergie pour des activités complexes. Les conversations autour du feu. Les contes ou les jeux de cartes simples étaient des passe-temps courants le soir. La musique était populaire lorsque des instruments et des musiciens talentueux étaient disponibles. Les violons, les harmonicas et les guitares accompagnant les danses sociales. Les livres étaient précieux et souvent partagés entre les membres d'une même communauté. Un seul livre pouvait être lu à haute voix lors de réunions de voisins ou transmis de famille en famille jusqu'à ce qu'il tombe en lambeaux. Les journaux, lorsqu'ils étaient disponibles, étaient lus et relus, chaque publicité et chaque annonce étant scrutée à la recherche d'informations sur le monde extérieur. Les sports organisés existaient, mais sous des formes plus simples qu'aujourd'hui. Le baseball gagnait en popularité et se jouait avec un équipement minimal sur des terrains improvisés. Les courses de chevaux, la lutte et les concours de tir offraient à la fois un divertissement et l'occasion de démontrer des compétences précieuses. Les enfants jouaient à des jeux qui ne nécessitaient que peu ou pas d'équipement, comme le chat, cache-cache et différentes variantes du stickball qui pouvaient être jouées avec des objets trouvés. Les jours fériés et les fêtes communautaires revêtaient une grande importance, car ils constituaient de rares occasions de socialiser et de se divertir. Les célébrations du 4 juillet attiraient des gens venus de loin pour pique-niquer. Écouter des discours, jouer et danser les fêtes des récoltes marquaient l'achèvement réussi du travail le plus important de l'année. Les fêtes religieuses apportaient une dimension spirituelle et constituaient une pause bienvenue dans la routine à la fin de la journée. Vous vous retrouvez à réfléchir aux défis incessants de la vie dans les régions pionnières. Chaque aspect exigeait un travail plus dur, comportait plus de risques et offrait moins de confort que son équivalent moderne. Les personnes qui ont survécu, parfois prospérer dans ces conditions, possédaient des qualités que la société moderne exige rarement: une endurance physique extraordinaire, des compétences pratiques applicables à d'innombrables situations d'urgence et une résilience psychologique face aux difficultés et aux pertes constantes. L'obscurité s'installe à nouveau, accompagnée d'un silence si profond que vous pouvez entendre les battements de votre cœur. Pas de moteur de voiture, pas de climatisation, pas de bourdonnement électronique, juste le murmure du vent, le chant des insectes et le cri occasionnel d'un oiseau nocturne.
Ce silence profond, si étrange à nos oreilles modernes, était la bande sonore des nuits à la frontière, parfois réconfortante, parfois dérangeante par son vide. Alors que vous glissez vers le sommeil, vous vous demandez si vous auriez eu ce qu'il fallait pour survivre ici, pas seulement pendant un jour ou une semaine, mais pendant des années et des décennies. Les gens qui ont façonné l'Ouest américain, pour le meilleur et pour le pire, n'étaient pas les héros idéalisés de la fiction ultérieure, mais des individus complexes confrontés à des défis extraordinaires avec les ressources et les connaissances limitées de leur époque. Leur histoire dépourvue de romantisme est celle de l'endurance humaine face à des conditions qui briseraient beaucoup d'entre nous aujourd'hui. L'air frais de la nuit vous enveloppe comme une couverture et les étoiles apparaissent dans un éclat impossible à voir dans notre monde moderne. Pollué par la lumière. Est au moins une beauté pure que les pionniers ont connue et que peu de gens aujourd'hui peuvent apprécier pleinement. La majestueuse étendue de la Voie lactée dans un ciel véritablement noir, les reliant au même panorama cosmique que leurs ancêtres avaient contemplé pendant d'innombrables générations. Le matin arrive à nouveau dans le Far West, et avec elle la faim, compagne constante de la vie à la frontière. La nourriture dans l'Ouest des années 1870 n'avait que peu de ressemblance avec le régime varié et pratique auquel vous êtes habitués dans le monde moderne. Découvrons ce qu'il fallait faire pour se nourrir dans cet environnement hostile. La bonne nouvelle, c'est que le gibier était encore relativement abondant dans de nombreuses régions. Les cerfs, les wapitis, les lapins et divers oiseaux pouvaient compléter votre alimentation si vous saviez les chasser. La mauvaise nouvelle, c'est que la chasse nécessitait des munitions qui étaient coûteuses et pouvaient être nécessaires pour se protéger. Elle exigeait également de passer du temps loin d'autres tâches essentielles, ce qui en faisait un luxe que de nombreux colons ne pouvaient pas se permettre pendant les saisons chargées. La plupart des familles pionnières dépendaient fortement des aliments qu'elles pouvaient cultiver, conserver ou acheter en gros. Les aliments de base du régime alimentaire des pionniers étaient les haricots, le maïs et le porc. Denses en calories, mais monotones et incomplets sur le plan nutritionnel, les fruits et légumes frais n'étaient disponibles qu'en saison, pendant quelques mois au maximum, et les régimes alimentaires hivernaux ne contenaient souvent aucun produit frais. Ce manque de variété alimentaire a entraîné des carences nutritionnelles généralisées. Le scorbut, causé par une carence en vitamine C, était courant pendant l'hiver et au début du printemps, lorsque les produits frais n'étaient pas disponibles. Les symptômes, tels que saignement des gencives, déchaussement des dents, douleurs articulaires et finalement la mort, étaient bien connus mais difficiles à prévenir avec les ressources disponibles. D'autres maladies de carence affectaient la croissance des enfants et causaient divers problèmes de santé chronique chez les adultes. La conservation des aliments était un défi constant et une compétence essentielle à la survie. Sans réfrigération, la viande devait être consommée rapidement ou conservée par fumage, salage ou séchage. Ces méthodes empêchaient la croissance bactérienne, mais modifiaient considérablement le goût et la texture des aliments, tout en réduisant leur valeur nutritive. La forte teneur en sel des aliments conservés contribuait à l'hypertension artérielle et à d'autres problèmes de santé. Les femmes passaient énormément de temps à conserver les aliments lorsqu'ils étaient abondants, afin de les utiliser pendant les périodes de pénurie. Les légumes étaient marinés dans du vinaigre ou fermentés. Les fruits étaient séchés ou conservés avec du sucre, si disponible. Les légumes racines pouvaient être conservés dans des caves souterraines qui maintenaient une température fraîche. Ces efforts de conservation n'étaient pas facultatifs, mais essentiels à la survie et pouvaient déterminer si une famille aurait de quoi manger pendant l'hiver. La conservation des aliments présentait ses propres problèmes. Les aliments correctement préparés et conservés pouvaient se conserver pendant des mois, voire des années, mais des techniques inadéquates entraînaient leur détérioration et des intoxications alimentaires potentiellement mortelles. De plus, les aliments stockés attiraient les nuisibles. Rats, souris et insectes consommaient une partie des réserves alimentaires et leurs excréments contaminaient ce qui restait. La plupart des familles pionnières acceptaient simplement la présence d'une certaine quantité d'insectes et d'excréments de rongeurs dans leur farine, leurs haricots et autres aliments de base comme inévitable. La cuisine elle-même demandait beaucoup plus de travail que ce que les gens d'aujourd'hui peuvent facilement imaginer. Les repas étaient préparés sur des foyers ouverts ou des poêles à bois qui nécessitaient une attention constante et du combustible. Dans les régions boisées et les prairies, les femmes et les enfants pouvaient passer des heures à ramasser des crottes de bison, du fumier séché ou de l'herbe pour les utiliser comme combustible. L'eau devait être puisée dans des puits ou des ruisseaux, souvent des centaines de litres par jour pour cuisiner, nettoyer et boire. Malgré tous ces efforts, les repas manquaient de variété et de saveurs auxquelles les gens d'aujourd'hui sont habitués. Les épices étaient chères et étaient utilisées avec parcimonie, voire pas du tout. Le sucre et le café étaient des denrées précieuses, souvent réservées pour les grandes occasions. Le lait frais n'était disponible que si une famille avait une vache, et seulement pendant une partie de l'année, lorsque la vache produisait.
La plupart des enfants de la frontière grandissaient avec une alimentation simple et répétitive qui horrifierait les nutritionnistes modernes. Il est intéressant de noter que malgré ces contraintes, l'obésité était rare à la frontière. La combinaison d'une alimentation limitée, d'une consommation minimale de sucre et d'un travail physique constant maintenait la plupart des maigres. Cependant, cette maigreur n'était pas nécessairement synonyme de bonne santé. De nombreux habitants de la frontière souffraient de malnutrition, même lorsqu'ils consommaient suffisamment de calories pour soutenir leur travail. Au-delà des besoins fondamentaux comme la nourriture, la vie à la frontière présentait des défis uniques pour les familles qui élevaient des enfants. Si vous étiez né dans le Far West plutôt que de simplement le visiter, votre enfance aurait été radicalement différente de celle d'aujourd'hui. L'enfance elle-même était conçue différemment au XIXe siècle. Dès l'âge de 6 ou 7 ans, les enfants devaient contribuer de manière significative à la survie de leur famille, non pas par des tâches éducatives, mais par des contributions économiques essentielles. Les jeunes enfants gardaient le bétail, ramassaient les œufs, cueillaient les légumes, surveillaient leurs frères et sœurs plus jeunes et aidaient à d'innombrables autres tâches qui libéraient les adultes pour des travaux plus lourds. À l'âge de 10 ou 12 ans, la plupart des enfants de la frontière travaillaient aux côtés des adultes avec une capacité presque équivalente à celle des adultes. Les garçons suivaient leur père dans les champs, les granges ou les ateliers, apprenant des compétences par la pratique plutôt que par un enseignement formel. Les filles travaillaient avec leur mère, apprenant les compétences domestiques complexes nécessaires à la vie dans la frontière. Pas seulement le ménage, mais aussi la production de biens essentiels comme les vêtements, les conserves, les bougies et le savon. Ce passage précoce à l'âge adulte s'étendait à d'autres domaines de la vie. Les enfants n'étaient pas protégés des dures réalités qui les entouraient. Ils étaient témoins des naissances, des décès, de l'abattage des animaux et des conflits parfois violents des communautés pionnières. On attendait d'eux qu'ils comprennent et s'adaptent à ces réalités plutôt que d'être protégés contre elles. L'éducation, telle que nous la comprenons aujourd'hui, était limitée et irrégulière à la frontière. Dans les villes établies, les écoles pouvaient fonctionner quelques mois par an, généralement pendant l'hiver, lorsque le travail agricole était minimal. Un enseignant, souvent peu instruit lui-même, pouvait être responsable d'élèves âgés de 5 à 17 ans, tous étudiant dans une seule pièce. Les conditions physiques dans ces écoles étaient difficiles. Les bâtiments étaient mal isolés, ce qui entraînait des conditions glaciales en hiver et une chaleur étouffante pendant les mois plus chauds. Le matériel était minimal. Quelques manuels scolaires à partager, des ardoises pour écrire qui devaient être constamment effacées et réutilisées, et très peu de papier, qui était considéré comme une ressource précieuse. Les châtiments corporels étaient la norme disciplinaire, avec des coups de fouet ou des coups pour des infractions aussi mineures que chuchoter ou ne pas mémoriser le cours. Dans les régions reculées, l'enseignement formel était inexistant. Certaines familles dispensaient une éducation à domicile en utilisant les livres disponibles. Mais de nombreux enfants des régions frontalières n'acquéraient que les compétences les plus élémentaires en lecture, en écriture et en calcul, voire aucune, leur éducation étant axée sur les connaissances pratiques. Comment prévoir le temps, suivre les animaux, préparer la terre pour les semailles, soigner les blessures courantes et accomplir les innombrables autres tâches essentielles à la survie. La mortalité infantile est restée dévastatrice tout au long de la période de la frontière. Environ un enfant sur 4 enfants mourait avant d'atteindre l'âge adulte, le risque étant le plus élevé au cours des 5 premières années de vie, pour des maladies que la médecine moderne peut facilement prévenir ou traiter. La rougeole, la diphtérie, la scarlatine et la coqueluche tuaient régulièrement ou rendaient handicapés de façon permanente de jeunes enfants. Les accidents faisaient encore plus de victimes, car la sécurité des enfants était un concept étranger à une époque où la survie exigeait de prendre des risques. L'impact psychologique de cette mortalité sur les enfants et les parents est difficile à comprendre pour les gens d'aujourd'hui. La plupart des enfants grandissaient en voyant mourir leurs frères et sœurs. Les parents s'attendaient à perdre des enfants et donnaient souvent le même nom à un enfant suivant si un frère ou une sœur plus âgée mourait jeune. Une pratique qui semble étrange aujourd'hui, mais qui reflétait la relation différente avec la mortalité à une époque où la mort était une présence quotidienne. Rien n'illustre peut-être mieux le fossé entre la vie à la frontière et la vie moderne que l'approche de la santé et de la médecine. Si vous tombiez malade ou vous blessiez dans l'Ouest des années 1870, votre expérience n'aurait presque rien à voir avec les soins de santé modernes. La première différence serait l'absence de soins médico-professionnels dans la plupart des situations. Les médecins étaient rares, et de nombreuses communautés n'en avaient aucun. Ceux qui exerçaient à la frontière avaient souvent une formation minimale, peut-être un bref apprentissage ou quelques mois dans une faculté de médecine. Leurs connaissances reflétaient la science médicale de l'époque qui s'appuyait encore largement sur des théories telles que l'équilibre humoral, qui avaient plus en commun avec la médecine médiévale qu'avec la pratique moderne.
Sans accès à des soins professionnels, la plupart des problèmes de santé étaient traités par des remèdes maison et la médecine traditionnelle. Chaque communauté comptait des personnes, généralement des femmes, réputées pour leurs compétences en matière de guérison, s'inspirant de traditions issues de diverses cultures. Certains de ces traitements, en particulier les remèdes à base de plantes, avaient de véritables propriétés médicinales, mais beaucoup étaient inefficaces ou carrément nocifs. Les traitements médicaux courants de l'époque comprenaient la saignée, qui affaiblissait les patients déjà malades. Des purgatifs qui provoquaient de graves diarrhées censées expulser les mauvaises humeurs, et l'application de diverses substances sur les plaies, dont certaines introduisaient l'infection plutôt que de la prévenir. L'ordine, une teinture d'opium, était largement utilisée pour soulager la douleur, ce qui entraînait une dépendance dans de nombreux cas. Des composés de mercure étaient prescrits pour de nombreuses affections malgré leur toxicité. Même lorsque les traitements avaient une certaine validité, les médicaments impurs causaient des problèmes. En l'absence de réglementation ou de normalisation pharmaceutique, les médicaments vendus dans le commerce variaient considérablement en termes de puissance et contenaient souvent des contaminants dangereux. De nombreux médicaments brevetés commercialisés comme remèdes miracles contenaient principalement de l'alcool, qui procurait un soulagement temporaire par intoxication plutôt que de traiter les affections sous-jacentes. La chirurgie et les conditions de vie aux frontières étaient particulièrement horribles. En l'absence d'anesthésie efficace autre que l'alcool, le whisky ou l'opium, les patients souffraient atrocement pendant les interventions. La stérilisation était inconnue ou pratiquée de manière irrégulière, ce qui entraînait des infections post-opératoires généralisées. L'amputation était le traitement standard pour les blessures graves aux membres, pratiqué à l'aide de couteaux qui pouvaient être nettoyés, mais jamais correctement stérilisés. L'accouchement représentait peut-être le contraste le plus frappant entre l'expérience médicale à la frontière et celle d'aujourd'hui. Les femmes accouchaient généralement à domicile, assistées d'une sage-femme si elles en avaient une ou, à défaut, par des femmes de leur famille. Sans soins prénataux, de nombreuses complications n'étaient identifiées qu'au moment de l'accouchement. Les accouchements difficiles, les hémorragies et autres urgences auxquelles la médecine moderne traite couramment entraînaient souvent la mort de la mère, de l'enfant ou des deux. Le taux de mortalité maternelle à la frontière était d'environ 1 décès pour 100 naissances, soit plus de 100 fois plus élevé que dans les pays développés aujourd'hui. De nombreuses femmes abordaient chaque grossesse en sachant que cela pourrait être leur dernière expérience dans la vie. Les journaux intimes et les lettres des hommes de l'époque mentionnent fréquemment la réalité déchirante d'élever seul ses enfants après avoir perdu sa femme en couche, l'impact combiné d'une alimentation inadéquate, d'un effort physique constant, de soins préventifs minimaux et de traitements primitifs signifiait que les populations de la frontière avaient des résultats sanitaires plus proches de ceux des pays en développement d'aujourd'hui que de l'Amérique moderne. L'espérance de vie à la naissance était inférieure à 40 ans, et ceux qui survivaient à l'enfance étaient susceptibles de souffrir de problèmes de santé chroniques avant l'âge de 50 ans, s'ils vivaient aussi longtemps. Au-delà de ces difficultés matérielles, la vie dans les régions pionnières imposait une forme d'isolement et de déconnexion que les gens d'aujourd'hui, habitués à la communication instantanée à l'échelle mondiale, trouveraient presque insupportable. Cet isolement a profondément façonné la psychologie et la culture des pionniers. La communication avec la famille ou les amis éloignés se faisait à la vitesse des moyens de transport physique. Les lettres mettaient des semaines, voire des mois, pour parvenir à leur destinataire, si elles arrivaient à destination. Les nouvelles circulaient lentement et de manière peu fiable, souvent déformées par retransmission. Les événements majeurs pouvaient mettre des mois à être connus dans les régions reculées. Ce vide informationnel a contribué à une vision du monde très localisée, où les événements lointains semblaient abstraits et sans rapport avec les préoccupations immédiates de la communauté. L'isolement était particulièrement difficile pour ceux qui étaient habitués à des environnements plus stables. Les femmes qui avaient grandi entourées d'amis proches et d'un réseau familial se retrouvaient souvent seules pendant des jours ou des semaines lorsque leur mari partait s'approvisionner ou travailler. Leurs journaux intimes font souvent état d'une solitude accablante et de la tension psychologique liée à l'absence de conversation entre adultes pendant de longues périodes. Cet isolement conduisait parfois à ce que les récits contemporains appelaient la folie des prairies. Une dépression sévère, de l'anxiété et parfois des psychoses déclenchées par la combinaison de l'isolement, du travail constant et des difficultés environnementales. Certaines personnes touchées devenaient violentes envers les membres de leur famille ou se suicidaient. D'autres abandonnaient simplement leur ferme et retournaient dans l'Est, incapables de supporter la pression psychologique de la vie dans les régions pionnières. Même dans les communautés établies, les relations sociales étaient limitées par des contraintes pratiques. Rendre visite à ses voisins pouvait nécessiter de parcourir plusieurs kilomètres aller-retour, ce qui représentait une entreprise considérable lorsque le temps était précieux et les moyens de transport limités à la marche ou à cheval.
Les réunions sociales officielles étaient rares et se concentraient généralement autour des offices religieux. Des célébrations saisonnières ou des événements communautaires tels que la construction de granges ou les fêtes des moissons, les églises jouaient un rôle crucial dans les communautés pionnières, au-delà de leur fonction spirituelle. Elles servaient de centres sociaux, de centres éducatifs et de sociétés d'entraide. Même ceux qui avaient une conviction religieuse limitée participaient souvent aux activités de l'Église pour les liens communautaires qu'elles offraient. Les dirigeants religieux, ministres, prêtres ou prédicateurs laïcs, assumaient souvent des rôles qui allaient bien au-delà de l'orientation religieuse, servant d'enseignants, de médiateurs dans les conflits et d'organisateurs communautaires. La création d'institutions communautaires a marqué des étapes importantes dans le développement des régions pionnières. La construction d'une école, d'une église ou d'une salle de réunion représentait un engagement à s'installer de manière permanente plutôt que de se livrer à une exploitation temporaire. Ces institutions ont contribué à transformer les camps miniers ou les comptoirs commerciaux en villes dotées d'une identité collective et d'un avenir commun. La création de gouvernements locaux, aussi rudimentaires fussent-ils, a également marqué le passage du chaos des régions pionnières à des communautés établies. Les communautés pionnières ont également développé des formes distinctes d'entraide et d'action collective nécessaires à leur survie dans des conditions difficiles. La construction collective de granges et de maisons permettait aux familles de mener à bien de grands projets de construction impossibles à réaliser pour un ménage seul. Des équipes de moissonneurs se déplaçaient de ferme en ferme pour s'assurer que les récoltes étaient rentrées avant que le temps ne les détruise. Des équipes de recherche spontanées se formaient lorsque des enfants disparaissaient. Ces traditions de coopération reflétaient la réalité pratique selon laquelle aucun individu ou famille ne pouvait survivre à la frontière en comptant uniquement sur l'autonomie. Cette interdépendance communautaire coexistait avec l'individualisme qui a ensuite été mythifié dans les récits sur la frontière. Ces deux éléments étaient des réponses nécessaires aux conditions de la frontière, l'autonomie pour la survie quotidienne et la coopération communautaire pour les défis dépassant les capacités individuelles. La tension entre ces valeurs a façonné la culture de la frontière et continue d'influencer l'attitude des Américains envers le gouvernement, la communauté et la responsabilité individuelle. Alors qu'une autre journée dans le Far West touche à sa fin, vous vous retrouvez à réfléchir à la résilience mentale et émotionnelle nécessaire pour endurer de telles conditions année après année. Les personnes qui ont peuplé la frontière américaine n'étaient pas des surhommes. Elles ont souffert, lutté et parfois succombé sous la pression implacable de leur environnement. Mais beaucoup se sont adaptés et ont persévéré, développant des compétences et des perspectives qui leur ont permis de trouver un sens et même de la joie au milieu des épreuves. L'obscurité s'installe à nouveau autour de vous, apportant avec elle le silence profond de la nuit pré-industrielle. Les expériences de la journée vous ont donné un aperçu d'un monde à la fois familier et totalement étranger. Un monde où la survie exigeait une vigilance constante, où le confort était rare et le luxe presque inexistant, où la mort était un compagnon quotidien plutôt qu'un étranger lointain. Alors que le sommeil approche, vous vous interrogez sur les personnes qui ont choisi cette vie ou qui l'ont vue s'imposer à elles par les circonstances. Qu'est-ce qui les a poussées vers l'ouest? Qu'est-ce qui les a soutenues à travers les tempêtes de neige? La sécheresse, la maladie et les pertes. Que pensent-ils du monde que leurs luttes ont contribué à créer? Un monde d'abondance et de sécurité au-delà de tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Construits sur les fondations qu'ils ont posées à travers un travail épuisant et d'innombrables sacrifices, les questions vous poursuivent dans vos rêves peuplés de prairies infinies, de montagnes imposantes et des visages de ceux qui ont apprivoisé le Far West, non pas à travers des fusillades romantiques, mais grâce à l'héroïsme discret d'une persévérance quotidienne, face à des obstacles insurmontables. Leur histoire dépouillée du glamour hollywoodien et de la mythologie de la frontière témoigne de la capacité d'adaptation de l'être humain et du courage extraordinaire de gens ordinaires confrontés à des défis extraordinaires. L'aube se lève sur ce qui sera votre dernier jour dans le Far West. Alors que la lumière dorée inonde le paysage, vous prenez un moment pour apprécier la beauté sauvage qui a attiré tant de gens vers l'ouest. Malgré les dangers et les difficultés, la frontière était un lieu d'une grandeur naturelle époustouflante. De vastes prairies ondulant comme des océans, des montagnes effleurant le ciel, des canyons plongeant dans les profondeurs de la terre. Cette beauté, au moins, n'était pas une invention hollywoodienne. Mais même cette relation avec le monde naturel différait profondément des perspectives environnementales modernes. La mentalité de la frontière considérait la nature avant tout comme une ressource à conquérir et à exploiter plutôt qu'à préserver ou à protéger. Le bois était coupé sans souci de régénération, le gibier était chassé jusqu'à l'extinction dans de nombreuses régions, les cours d'eau étaient détournés, pollués ou détruits pour les opérations minières, sans se soucier des conséquences en aval. La quasi-extinction du bison d'Amérique est peut-être l'exemple le plus frappant de cette approche exploiteuse. Dans les années 1700,
on estimait à 30 à 60 millions le nombre de bisons qui parcouraient l'Amérique du Nord. En 1884, il en restait moins de 1000. Cette dévastation n'était pas simplement le résultat de la chasse pour la nourriture ou les peaux, même si cela a joué un rôle. Il s'agissait également d'une politique délibérée encouragée par le gouvernement américain afin de priver les tribus indiennes des plaines de leurs principales ressources et les forcer à vivre dans des réserves. Le général Philip Sheridan, un chef militaire clé des guerres indiennes des plaines, aurait déclaré qu'il tuait vente jusqu'à ce que le bison soit exterminé. C'est le seul moyen d'instaurer une paix durable et permettre à la civilisation de progresser. Qu'il ait ou non prononcé ces mots exacts, il reflète fidèlement la politique du gouvernement de l'époque. La destruction des troupeaux de bisons était une guerre environnementale destinée à briser la résistance des autochtones en éliminant leur mode de vie. Pour les nations amérindiennes de l'Ouest, l'expansion de la colonisation blanche représentait une apocalypse. Il ne s'agissait pas seulement d'un déplacement physique, mais de l'effondrement des systèmes économiques, des pratiques spirituelles et des identités culturelles liées à des paysages et aux ressources spécifiques. Si les premières interactions ont parfois donné lieu à des échanges commerciaux et à une coopération, dans les années 1870, la plupart des groupes autochtones ont été confrontés à un choix difficile. Le confinement dans des réserves, la poursuite de la résistance contre une puissance écrasante ou l'assimilation culturelle. Le système des réserves représentait en soi une forme de génocide culturel. Les enfants autochtones étaient arrachés de force à leur famille et envoyés dans des pensionnats conçus pour tuer l'Indien et sauver l'homme. Comme l'a déclaré le capitaine Richard H. Pratt, fondateur de la Caril Indian Industrial School, a déclaré de manière tristement célèbre. Ces enfants ont eu les cheveux coupés, on leur a interdit de parler leur langue, de pratiquer leur religion ou de conserver leur identité culturelle. Le traumatisme intergénérationnel causé par ces politiques continue d'affecter les communautés autochtones aujourd'hui. La résistance armée contre l'expansion américaine s'est presque toujours soldée par une défaite, même si certains groupes ont conservé leur indépendance plus longtemps que d'autres. La bataille de Little Bighorn en 1876, au cours de laquelle les forces combinées des Lakota, des Cheyennes du Nord et des Arapaho ont vaincu le lieutenant-colonel George Armstrong Custer et son 7e régiment de cavalerie, a représenté l'une des dernières grandes victoires indigènes. Les campagnes militaires qui ont suivi contre ces tribus ont été marquées par une brutalité croissante, notamment des attaques contre des villages et le massacre de femmes et d'enfants. La tragédie de ce choc culturel a été exacerbée par le fait que de nombreuses nations autochtones disposaient de systèmes agricoles sophistiqués, de structures de gouvernance complexes et de riches traditions culturelles qui auraient pu offrir des connaissances précieuses aux colons européens. Les différentes approches de l'utilisation et de la propriété des terres ont créé des malentendus fondamentaux. De nombreux groupes autochtones ne pouvaient pas concevoir la propriété de la terre, pas plus que l'on ne peut posséder l'air ou les étoiles, ce qui a rendu les négociations de traités sur le territoire fondamentalement problématiques dès le départ. Ces conflits culturels ont dépassé le cadre des relations entre les autochtones et les blancs. L'Ouest était extrêmement diversifié, avec des communautés venues du monde entier apportant des langues, des religions, des coutumes et des approches différentes de la vie à la frontière. Cette diversité était à la fois une force, apportant des compétences et des perspectives variées, et une source de tension dans des communautés aux prises avec des ressources rares et des infrastructures limitées. Les immigrants chinois, qui ont joué un rôle crucial dans la construction du chemin de fer transcontinental et le développement de l'exploitation minière, ont été victimes d'une discrimination particulièrement sévère. La loi d'exclusion des Chinois de 1882, première grande loi américaine restreignant l'immigration sur la base de la nationalité, est née d'un sentiment anti-chinois qui couvait depuis des décennies dans les territoires de l'Ouest. Les mineurs chinois étaient fréquemment chassés de leurs concessions productives par la violence ou l'application abusive de taxes sur les mineurs étrangers. Les communautés chinoises des villes frontalières étaient souvent victimes d'émeutes, d'expulsions massives. Lorsque la situation économique s'est détériorée, les Mexicains, dont beaucoup étaient devenus citoyens américains grâce à l'acquisition de territoires plutôt qu'à l'immigration, ont également été victimes de discrimination et de déplacement. Malgré les garanties accordées par les traités protégeant les droits de propriété après la guerre américano-mexicaine, de nombreux propriétaires fonciers mexicains ont vu leurs biens confisqués par le biais de manipulations juridiques, d'intimidation ou de fraude pure et simple. Les systèmes de droit sur l'eau d'origine espagnole, qui avaient fonctionné efficacement pendant des générations, ont été remplacés par des approches de common law anglaises moins adaptées aux environnements arides. Même les immigrants européens ont constaté que les identités nationales et religieuses continuaient à jouer un rôle important à la frontière. Les catholiques irlandais, les protestants luthériens allemands, les protestants scandinaves, les juifs d'Europe de l'Est.
Chaque groupe avait tendance à former des communautés distinctes et à conserver les pratiques culturelles de leur pays d'origine. Ces communautés s'apportaient un soutien mutuel, mais devenaient parfois la cible d'un sentiment niviste lorsque des tensions économiques ou sociales surgissaient. Les Afro-Américains qui se sont installés dans l'Ouest après la guerre civile espéraient trouver la liberté loin de l'oppression du Sud, mais ils se heurtaient souvent à différentes formes de discrimination. Les cow-boys noirs, qui représentaient environ 25% de la main-d'œuvre dans certaines exploitations bovines, étaient rarement reconnus dans les romans contemporains ou la mythologie ultérieure. Les colons noirs ont établi des communautés dans plusieurs territoires de l'Ouest. Mais ils ont souvent été confrontés à une résistance organisée de la part de leurs voisins blancs et à une application discriminatoire des lois sur la propriété foncière. La collision de ces groupes divers, chacun avec ses propres valeurs, pratiques et attentes, a donné naissance à des communautés frontalières bien plus complexes et conflictuelles que les représentations romantiques ultérieures ne le suggèrent. La métaphore du melting pot, popularisée dans la mythologie américaine ultérieure, a occulté à la fois la spécificité culturelle persistante des différents groupes et les déséquilibres de pouvoir qui déterminaient quelles cultures seraient préservées et lesquelles seraient supprimées. Au fil de la journée, vous vous retrouvez dans une ville frontalière en pleine transformation. Une transition qui s'est produite dans tout l'Ouest au cours des années 1870 et 1880. La phase initiale de colonisation, caractérisée par des prospecteurs individuels, des agriculteurs indépendants et des petites entreprises, a cédé la place à un développement plus organisé des ressources de l'Ouest par des entreprises. L'arrivée du chemin de fer a catalysé cette transition. Le chemin de fer transcontinental, achevé en 1869, a considérablement réduit le temps de trajet entre l'Est et l'Ouest, le ramenant de plusieurs mois à quelques jours. Des embranchements ont ensuite pénétré des régions auparavant isolées, les reliant aux marchés nationaux et aux chaînes d'approvisionnement. Cette révolution des transports a permis l'extraction à grande échelle des ressources de l'Ouest pour les usines de l'Est et a permis aux produits manufacturés de l'Est d'inonder les a permis l'extraction à grande échelle des ressources de l'Ouest. Pour les usines de l'Est et a permis aux produits de masse de l'Est d'inonder les marchés de l'Ouest. Ces liens économiques ont accéléré l'intégration des régions de l'Ouest dans les systèmes nationaux, mais ont souvent désavantagé les petits producteurs. Les mineurs indépendants ne pouvaient pas rivaliser avec les grandes sociétés minières qui apportaient des méthodes industrielles et des investissements en capital. Les fermes familiales luttaient contre les entreprises agricoles exploitant de vastes superficies. Les petits éleveurs se sont retrouvés écrasés par les sociétés d'élevage bénéficiant du soutien d'investisseurs et de relations politiques. Les intérêts des entreprises ont de plus en plus dominé les structures politiques et économiques. Les compagnies ferroviaires, les conglomérats miniers, les intérêts forestiers et les grands propriétaires fonciers ont exercé une influence considérable sur les gouvernements territoriaux et les premiers gouvernements des États. Les droits sur l'eau, les concessions minières. L'accès au pâturage et les concessions forestières ont été attribués selon des processus qui favorisaient généralement ceux qui détenaient le pouvoir financier et politique plutôt que les petits exploitants ou les intérêts communautaires. Cette transition d'une région frontalière à une région intégrée n'a pas été simplement économique, mais aussi culturelle. Les camps miniers et les villes bovines, autrefois rudimentaires, se dotèrent progressivement d'institutions qui symbolisaient la permanence et le lien avec la société dans son ensemble. Banques, écoles, églises-journaux, théâtres et organisations fraternelles. Les rues ont été tracées et parfois pavées. Les structures en bois ont été remplacées par des bâtiments en briques et en pierre. Les gouvernements locaux ont promulgué des ordonnances réglementant des comportements qui n'étaient auparavant pas réglementés. Pour beaucoup de ceux qui avaient été attirés par la frontière précisément en raison de son absence de contraintes propres à l'Est, ces changements représentaient une domestication indésirable des espaces sauvages qu'ils avaient recherchés. Certains ont continué à se déplacer vers l'Ouest, devançant l'avancée de là à la recherche de nouvelles frontières. D'autres ont eu du mal à s'adapter à la réglementation croissante, à la concurrence et aux attentes sociales. La fin mythologique de la frontière, déclarée lors du recensement de 1890, a représenté un véritable défi psychologique et culturel pour ceux dont l'identité était liée aux conditions de la frontière. Une partie de cette transformation a impliqué l'apprivoisement ou, du moins, la gestion de la violence à la frontière. Les célèbres tireurs et hors-la-loi qui allaient plus tard dominer la mythologie western ont opéré dans une période historique spécifique, alors que les forces de l'ordre officiel s'imposaient face au système de violence individuelle et communautaire préexistant. Dans les années 1880 et 1890, les forces de police professionnelles et les systèmes judiciaires avaient remplacé la justice vigilante dans la plupart des communautés établies. Même si les régions reculées connaissaient encore des flambées occasionnelles de conflits résolus à la manière de la frontière. Les figures légendaires qui ont captivé l'imagination du public, telles que Wild Billy Cock,
Wyatt Earp, Billy the Kid et Jesse James, ont opéré pendant cette période de transition, passant souvent de la légalité à l'illégalité au gré des circonstances. Leur mythification ultérieure a occulté la réalité complexe et souvent moralement ambiguë de leur vie. Hickok, loin d'être le tireur d'élite parfait de la légende, a abattu des passants lors d'au moins 2 fusillades. Earp a exercé diverses activités au cours de sa carrière: homme de loi, joueur, tenancier de bordel et justicier. L'image de Robin des Bois, associée à Jesse James, ignorait son passé de guérillero confédéré et les victimes innocentes de ses vols. Alors que le soir approche de votre dernier jour dans le Far West, vous vous surprenez à réfléchir à l'écart entre la réalité de la frontière et la mythologie qui allait émerger plus tard. Pourquoi les Américains, puis le monde entier, ont-ils été si fascinés par une version romancée de cette période brutale? À quoi ces mythes et quelles vérités ont-ils occulté? Une partie de la réponse réside dans le moment choisi. La période la plus intense de la mythification de la frontière a coïncidé précisément avec la disparition de la frontière réelle. Les spectacles sur le Far West de Buffalo Bill Cody ont débuté dans les années 1880. Mettant en scène des reconstitutions de batailles indiennes et de hold-up de diligences pour public de l'Est. Alors même que les chemins de fer, les lignes télégraphiques et l'administration officielle intégraient les régions de l'Ouest dans la société américaine traditionnelle. Ces spectacles n'étaient pas destinés à être des reconstitutions historiques fidèles, mais un divertissement qui faisait écho aux idées que l'Est se faisait de l'Ouest. Les romans A4 qui ont popularisé les récits exagérés des héros de l'Ouest ne sont pas nés à la frontière. Mais dans les maisons d'édition de l'Est, sous la plume d'auteurs qui avaient rarement une expérience directe des régions qu'ils décrivaient. Ces histoires stéréotypées mettaient l'accent sur l'action, les distinctions morales claires entre les héros et les méchants, et une vision de l'Ouest comme terrain d'essai pour les vertus américaines d'autonomie, de courage et d'individualisme. Plus tard, les westerns hollywoodiens ont affiné et amplifié ces éléments mythologiques. Créant des images emblématiques de cow-boys solitaires, de shérifs héroïques, de hors-la-loi ignobles et d'indiens sauvages qui n'avaient que peu de ressemblance avec la réalité historique. Ces films avaient des fonctions psychologiques et culturelles qui allaient au-delà du divertissement, ils offraient des récits rassurants sur l'identité américaine pendant des périodes de changements sociaux rapides et de défis internationaux. La mythologie suggérait que le caractère américain s'était forgé dans les conditions de la frontière, produisant des qualités exceptionnelles qui distinguaient la nation des sociétés plus anciennes. Elle impliquait que l'expansion américaine à travers le continent était non seulement inévitable, mais aussi moralement justifiée. Un triomphe de la civilisation sur la nature sauvage et du progrès sur les cultures primitives. Elle présentait des cadres moraux simplifiés où le bien triomphait invariablement du mal grâce à une violence juste, justifiant la puissance militaire et économique croissante des États-Unis sur la scène mondiale. Ces mythes occultaient la réalité complexe et moralement ambiguë du développement de l'Ouest. Le génocide des peuples autochtones, l'exploitation de la main-d'œuvre immigrée, la destruction de l'environnement, la manipulation des systèmes politiques par les entreprises et les divisions profondes au sein d'une communauté aux prises avec des questions fondamentales d'identité, de gouvernance et de ressources. Le véritable Ouest n'offrait pas de leçons morales simples, mais plutôt une étude de cas sur la manière dont les sociétés humaines s'adaptent à des conditions difficiles. Faisant parfois preuve d'une coopération et d'une créativité remarquables, parfois sombrant dans l'exploitation et la brutalité. Alors que la nuit tombe à nouveau, vous repensez à votre bref voyage à travers le Far West sans romantisme. Vous avez découvert par vous-même pourquoi une personne moyenne d'aujourd'hui, habituée à une alimentation abondante, aux soins médicaux, à la sécurité physique et à d'innombrables conforts inconnus des habitants de la frontière, ne survivrait probablement pas un seul jour dans les conditions réelles de la frontière des années 1870. Les compétences, les connaissances, la condition physique et la résilience psychologique nécessaires pour survivre à la frontière représentent un mode de vie si éloigné de l'expérience moderne qu'il est presque inimaginable. Pourtant, quelque chose dans ce monde continue de nous fasciner. Peut-être est-ce l'honnêteté brute d'une vie réduite à l'essentiel, où les tâches ont des conséquences immédiates et où les réalisations représentent des victoires tangibles contre les contraintes naturelles. Peut-être est-ce l'interdépendance communautaire qui a émergé des défis communs, créant des liens qui ont transcendé les différences d'origine ou de croyance. Peut-être est-ce simplement le rappel que les êtres humains peuvent endurer et même trouver un sens à des conditions bien plus difficiles que la plupart d'entre nous ne connaîtront jamais. L'héritage de la frontière américaine s'étend au-delà de la mythologie pour atteindre les structures et les systèmes qui façonnent la vie américaine moderne. Les lois sur la propriété, les droits sur l'eau, les relations entre l'État fédéral et les États, l'approche des ressources naturelles et d'innombrables autres aspects de la gouvernance américaine sont issus des compromis et des conflits de l'époque de la frontière.
La diversité des communautés de l'Ouest, malgré les efforts d'assimilation forcée, a contribué à la réalité multiculturelle de l'Amérique moderne. Même les tensions persistantes entre les droits individuels et le bien-être collectif, le contrôle local et les normes nationales, l'exploitation et la conservation trouvent leurs racines dans les débats de l'époque de la frontière. Pour les peuples autochtones, l'époque de la frontière ne représente pas un chapitre glorieux de l'expansion nationale, mais la destruction de modes de vie ancestraux et le début d'une longue lutte pour la survie culturelle et la souveraineté qui se poursuit encore aujourd'hui. Leur point de vue nous rappelle que le récit triomphaliste simpliste de la colonisation occidentale ignore les civilisations complexes qui existaient déjà et les connaissances inestimables perdues à la suite de leur bouleversement. Pour comprendre correctement l'époque de la conquête de l'Ouest, il faut adopter plusieurs perspectives simultanément, en reconnaissant à la fois le courage de ceux qui ont construit de nouvelles communautés dans des conditions difficiles et la dévastation subie par ceux qui ont été déplacés par cette expansion. Alors que vous vous endormez lors de votre dernière nuit dans le Far West, les sons de cette Amérique d'autrefois vous entourent. Le murmure du vent dans l'herbe de la prairie. Le hurlement lointain des coyotes. Peut-être les notes de piano provenant d'un saloon au bout de la rue. Ces expériences sensorielles ont au moins relié tous ceux qui ont vécu cette époque, quelle que soit leur origine ou leur situation. Le ciel immense, les conditions météorologiques extrêmes, les paysages imposants et les silences profonds ont façonné tous ceux qui les ont rencontrés, créant une relation commune avec l'environnement, même au milieu des conflits culturels. Demain, vous retournerez dans votre propre époque avec une compréhension plus profonde de cette période charnière de l'histoire américaine. Vous ne verrez plus jamais un film western ou ne lirez plus jamais un roman sur la frontière sans reconnaître la version édulcorée simplifiée d'une réalité complexe. Vous apprécierez le confort et la sécurité extraordinaire de la vie moderne, rendue possible par des progrès technologiques inimaginables pour les habitants de la frontière. Vous pourriez vous sentir plus conscient des compétences et des connaissances perdues lors du passage à notre société technologique spécialisée, société dépendante de la technologie. L'autosuffisance pratique qui a permis aux pionniers de construire, réparer, cultiver, préserver et créer ce dont ils avaient besoin avec un minimum d'aide extérieure. Mais surtout, vous comprendrez que la véritable histoire de l'Ouest américain ne se trouve pas dans les fusillades et les ruées vers l'or, mais dans les luttes quotidiennes d'hommes, de femmes et d'enfants de tous horizons qui ont dû relever des défis extraordinaires avec les ressources limitées dont ils disposaient leur histoire. Sans les embellissements hollywoodiens, contient suffisamment de courage, de tragédie, d'innovation, de conflits, de coopération, de cruauté et de gentillesse pour remplir d'innombrables récits. Leur héritage perdure dans les communautés qu'ils ont fondées, les changements environnementaux qu'ils ont initiés, les modèles culturels qu'ils ont créés et les mythes qui ont émergé de leurs expériences. Le véritable Far West a disparu depuis longtemps. Transformé par la technologie, la croissance démographique, l'intégration économique et les changements environnementaux en un Ouest américain moderne, avec ses villes, ses banlieues, ses autoroutes et ses paysages aménagés. Pourtant, les échos de l'expérience de la frontière persistent dans les identités régionales, les traditions locales, les modes d'utilisation des terres et les structures de gouvernance. Le souvenir de cette période formatrice continue d'influencer la façon dont les Américains se perçoivent eux-mêmes et comprennent le développement de leur nation. Même si les chercheurs et les communautés s'efforcent de remplacer la mythologie, simpliste par une compréhension plus précise et plus inclusive de cette histoire complexe, alors que vous vous abandonnez enfin au sommeil. La frontière entre le passé et le présent semble s'estomper. Les défis auxquels sont confrontées les communautés pionnières, s'adapter aux contraintes environnementales, gérer des ressources rares, construire des communautés fonctionnelles, parmi des populations diverses, équilibrer la liberté individuelle et les besoins collectifs restent d'actualité sous de nouvelles formes aujourd'hui. Le plus grand héritage de l'expérience pionnière n'est peut-être pas un ensemble de réponses, mais une série de questions sur l'adaptation humaine, la formation des communautés et la relation entre les hommes et le monde naturel. Des questions auxquelles chaque génération doit répondre à mesure que les circonstances changent. Les étoiles brillent au-dessus de nos têtes. Ces mêmes étoiles qui guidaient les voyageurs à travers la prairie, aidaient les agriculteurs à déterminer le moment des semailles et réconfortaient les immigrants nostalgiques, loin de leur paysage familier. En cet instant de connexion à travers le temps, vous ressentez une parenté éphémère avec ceux qui contemplaient ces mêmes constellations il y a un siècle et demi, se demandant ce que demain leur réservait dans un monde où la survie n'était jamais garantie. Mais où la vie, dans toute sa dureté et sa beauté, était vécue avec une intensité rarement égalée à notre époque plus confortable. Le sommeil finit par venir, et avec lui les rêves d'un Ouest à la fois rude et magnifique. Un endroit où la vulnérabilité et la résilience humaine s'exprimaient à parts égales.
où des peuples divers se heurtaient et coopéraient parfois d'une manière qui allait façonner une nation, et où la lutte quotidienne pour l'existence contenait des moments de connexion transcendante avec des paysages d'une grandeur à couper le souffle. Le véritable Far West, dépouillé de toute illusion romantique, offre une fenêtre sur l'expérience humaine dans ce qu'elle a de plus élémentaire, de plus difficile, de plus effrayant et parfois de plus sublime.